Salut l'équipe, avoir un père présent, c'est forcément mieux pour sa construction personnelle. Mais dans certains cas, on préférait presque qu'il ait quitté le foyer et abandonné son fiston. Déjà, parce que c'est moins violent que Xavier Dupont de Ligonnès, mais surtout, ça évite de voir des darons faire des grandes dingueries de mauvais hooligans sans assumer le front qui va avec. Cette semaine, le père Haliburton s'est donc senti pousser des ailes. Je savais que ça marchait avec le Red Bull, je sais désormais que ça fonctionne aussi avec le whisky Coca, car faut être bien bleu pour se permettre d'aller chambrer un double MVP, champion NBA et superstar de la Ligue. Avec son drapeau agité devant Yanis, j'ai cru à un moment donné à une rediff de France-Algérie en 2001, sauf que là, le match était bel et bien fini. On aime la tension des playoffs, le trash talk, les contacts ultra physiques, certains coups même. Mais tout ça appartient aux joueurs et uniquement aux joueurs. Y intervenir dans un tel spectacle sans y être invité, c'est comme souffler des bougies alors que c'est même pas ton anniversaire. Alors dans la famille Haliburton, on veut évidemment le fils, mais surtout, on ne veut plus jamais du père. J'ai quand même une vraie préférence sur le générique quand Tom Servino prend un coussin plein fer. Enfin, ce sont que mes goûts personnels. Salut l'équipe, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le first des shows. C'est le début des vacances pour LeBron James et les Lakers. Mais dans un autre sens, c'est la fin des vacances pour Thomas Dufang qui est enfin de retour dans sa place fétiche, le canapé. Bah alors, tu nous as manqué. Ouais, écoute, quelle drôle d'idée de partir en plein milieu de saison comme ça, plusieurs semaines. Écoute, pas du tout au milieu de saison. Début des playoffs, qui était la post-saison. Au contraire, c'était mieux pour bien finir les 2 mois qui nous restent. Et puis, je me dis quand même que je suis parti en imaginant les Lakers champions, parce que c'est la dernière émission où je les mets braquettes champions. Je reviens, ils sont éliminés. En termes d'ascenseur émotionnel, j'ai quand même l'impression qu'on a difficilement fait pire que ça. Mais comme le PSG est bien en Ligue des Champions, allez, tout va Arthur, bien. Voilà, toi aussi, tu as vécu un moment compliqué, plus fan de LeBron que des Lakers, mais voir ton bonbon sortir au premier tour, ça fait toujours un petit peu mal à la tête. Ouais, clairement, un petit peu comme Tom, moi j'avais mis mon bracket, les Lakers, ça allait très loin, mais écoute... c'est la vie, c'est la vie, et puis voilà. on va pas se mentir, on est un petit peu habitué aux désillusions côté Los Angeles depuis quelques années, donc voilà. Et le PSG a gagné un 0, Erwan. Les Lakers éliminés, LeBron éliminé au premier tour, forcément, ça va être une grande émission, on a plein de choses à dire. Avant ça, quelques petites annonces. Quand même, le NBA Classic Game, lundi, comme d'habitude, dans le Big Monday, dès 22h, on vous propose un match d'anthologie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoique c'était en 2013, ça fait déjà 12 ans, le coup de pelle dans la gueule. Le Miami Heat recevait les San Antonio Spurs, c'était en finale NBA, et c'était le match 6. Souvenez-vous, il y avait ce tir de Ray Allen exceptionnel à la fin. Pour ceux qui veulent se replonger dans ce match d'exception avec des drôles de choix de coaching en fin de match, on sera là en tout cas lundi dans le Big Monday pour en parler, pour en le commenter avec peut-être une énorme surprise. Soyez bien avec nous dans le Big Monday, la libre antenne à 20h et à 22h. Le NBA Classic Game, dimanche, DAZN. Ouais, gros match. Gros match. Cholet reçoit Lasvel et on sera avec Thomas Laroukis sur place à la mairie pour avoir notre ami l'Indien qui met toujours un feu dans la mairie. Donc un match important pour Cholet qui vient de se faire attraper au Portel et Lyon-Villeurbanne qui, eux, veulent rester dans le top 3, voire plus, finir peut-être leader de ce championnat. Donc ça sera un gros match du haut de tableau et on aura la chance donc de le commenter sur place. C'est toujours des émotions un petit peu supplémentaires. On a aussi une autre annonce à vous faire. On a eu Dominique Malonga cette semaine en interview. La toute jeune draftée par les Seattle Storm en 2e position a été dans le studio ce mercredi, et juste avant de partir à Seattle. Elle nous a offert 35-40 bonnes minutes d'interview. Elle est toujours très volubile, Dominique Malonga, et entre sa signature au Fener, l'arrivée en WNBA et l'équipe de France, elle a évidemment beaucoup de choses à nous raconter. C'est dimanche midi sur la chaîne YouTube. Tu m'as manqué sur les interviews, mon Toto. Ouais, écoute, j'en ai raté quand même 2 ou 3 là. Entre Zach, que j'ai écouté, qui était très bien, et Dominique, que j'ai hâte de découvrir. Écoute, je suis de retour. C'est la première fois depuis le début de First Team que je prends des vacances, Erwan.
C'est vrai. C'est surtout ça le. C'est incroyable. C'est surtout ça l'info. Mais Je te rappelle que t'es parti 3 semaines aux États-Unis, on n'a rien dit. En fait, mais c'était Ah, ça. voilà, regarde, je savais qu'il allait dire ça, C'était voilà. ça ma blague de dire qui part en plein milieu de saison. Mais bon, t'es encore en Attends, vacances. Clairement, je suis encore en vacances, je te confirme. Des vacances d'ailleurs que je souligne pour dire que je vous souhaite à tous de faire les vacances comme ça. Et j'aimerais remercier notre ami Jérôme. Jérôme de la famille, Planétaire. Balandro. Bien sûr, on embrasse Jérôme qui nous a concocté tout ce beau trip en Tanzanie et à Zanzibar. Donc voilà, si vous voulez monter des beaux trips comme ça sur mesure, faut aller voir les planétaires. Exactement. Et puis je te rappelle qu'à Los Angeles, j'étais en train de travailler, Je moi. savais que t'allais dire ça aussi, bien sûr. Ouais. On appelle ça ce qu'on Oui. veut. Hein. Non mais oui, enfin, travailler, c'est à dire que c'est l'entreprise qui t'envoie là-bas, quoi. Le choix, ce qui tombe bien, c'est que l'entreprise, c'est la mienne. Mais oui, c'est pour ça, donc ça marche. Le sommaire de l'émission, on va évidemment aller sur les news et revenir sur le bracket de ces playoffs 2025 un petit peu fou, avec déjà des équipes qualifiées pour les demi-finales de conférence. On aura aussi un grand débat sur les Lakers. À qui la faute après cette élimination surprise malgré tout? Et on une palette sur la fin de match magnifique des Bucks face aux Pacers. Il s'est passé des drôles de choses. Et on finira comme d'habitude avec un quiz. Thomas, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un petit quiz et tu tues la dernière fois. Tu m'as botté sur les Calfac. On espère que le père Ciaravino va nous remettre au goût du jour ce qui est pour moi le meilleur jeu du monde. Hein. On est d'accord. On pourrait jouer 4 heures sur les Calfac, hein, vraiment. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de joueurs. Ouais, quand tu dis à mon abotred Calfac, il n'y a même pas de lycée pour mon abotred, donc c'est un peu High school. Faut retrouver le collège. Louis Armand, oui, bien joué, bref. Allez, on a assez dit de conneries, c'est parti pour les news. Avant d'ouvrir le bracket 2025, on va d'abord aller sur une info qui est tombée. Un nouveau trophée. Tu vas être content, Thomas. C'est ton gars, Dyson Daniels, qui est élu MIP de la saison. Lui qui est arrivé cette année des Pelicans, qui a fait une très très belle saison. Il était aussi en course pour être meilleur défenseur d'année. Ça a été un petit peu juste. Mais Dyson Daniels, c'est clairement un mec qui était attendu et surtout, pour le coup, qui rentre dans la case d'une vraie progression. Ouais, je suis presque rassuré en voyant que, enfin, une meilleure progression de la saison et récompense un mec qui a vraiment progressé d'une saison à l'autre. Kate Cunningham était favori, je pensais même qu'ils allaient lui donner au vu des derniers lauréats. Mais je vois un gars qui a progressé et qui, en termes de stats, d'impact, dans un nouvel environnement, eh bien, exploite un potentiel qu'on n'avait presque pas vu. On savait que c'était un bon joueur. Je pensais pas qu'il deviendrait aussi solide avec juste un changement d'équipe. Donc bravo à l'Australien qu'on avait aussi pu voir à l'œuvre lors des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. L'Australien qui joue donc avec le Français, Zachary Zaché, qu'on a eu la chance de recevoir donc la semaine dernière. L'interview est toujours disponible évidemment sur la chaîne YouTube. Et il nous a évidemment parlé de Dyson Daniels et il nous en a dit évidemment du grand bien. Depuis que je suis arrivé en NBA, le gars qui m'inspire, c'est mon coéquipier, Dyson Daniels, qui fait une saison historique au final. Et j'essaie beaucoup de m'inspirer de lui dans sa manière de lire le jeu, de la manière dont il utilise ses mains, la manière dont il met les bons coups, les bons contacts au bon moment. Non, c'est impressionnant ce qu'il fait et j'ai beaucoup appris en le regardant cette saison. L'interview de Zachary Zaché à retrouver donc sur la chaîne Forcier. On rigole parce qu'en fait, on a lancé l'émission, on a dit bonjour à tout le monde et on a fait comme si c'était normal que Barracuda, il y a Barracuda avec nous. C'est l'agence touriste. Ouais, c'est des vrais, hein. Ouais, au bruit, ça s'entend direct. Hein. J'avoue, on est là à faire les mecs et tout. Le mec, il a des chaînes catastrophiques, on dirait Big Ali, regarde avec une bagouze. Regarde ma bague. Le tout pour 9 €. Hein. Incroyable, c'est clair. Ouais, écoute, bon voilà, maintenant que c'est fait, on peut continuer. J'ai même mis une chaîne, regarde comme elle est belle, ça rend vrai, non? Comme tu les portes depuis 2 heures, en fait, je me suis habitué au truc, tu sais, il n'y a pas eu la surprise. Mais alors, les gens qui ont encore regardé l'émission, ils disent, mais attends, genre, c'est normal, avec ces trucs bling-bling, bon marché. Bon, très bien. Bon, c'est évidemment pour la blague, mais en tout cas, Thomas semble y tenir. Allez, on ouvre le bracket de ces playoffs 2025 et on va aller tout de suite dans la conférence Ouest pour aller sur la série entre les Warriors et les Rockets. Il y a eu le match 5 hier soir du côté de Houston. Et c'est Houston qui s'est imposé assez largement, 131-116, plus 16 à la fin du premier quart-temps. Les Warriors sont clairement venus visiter cette jolie ville de Houston. Amen Thompson a été très très bon. Le trio d'ailleurs même des Rockets a été bon. Quand je dis trio, on compte pas Şengün, vous allez voir. C'est plutôt Fred VanVleet, Amen Thompson et Dillon Brooks qui ont été très très bons. Ils ont cette faculté, bravo pour la réaction d'orgueil de la part des Rockets, mais les Warriors, ils ont quand même cette faculté cette expérience de se dire, c'est pas notre soir, on va lâcher le match. C'est d'ailleurs ce qu'a confié Draymond Green en conférence de presse avec une discussion qu'il a pu avoir
avec, comme il s'appelle, Steve Kerr. avec son coach Steve Kerr, vous allez voir, c'est assez incroyable. On a eu une conversation à la mi-temps où il m'a dit qu'il ne pensait pas pouvoir gagner le match. Je lui ai répondu que si on n'arrivait pas à combler l'écart durant les 5 premières minutes de la deuxième période, il devait nous sortir. Moi, je trouve ça logique. Hein. Enfin, ça me choque De pas. la gestion. Ouais. Bah oui, regarde, tu mènes 3-1, t'es dominant sur les 2 matchs à domicile que tu viens de faire. Il y a clairement une classe d'écart en termes d'énergie, d'intensité, etc. Bon, bah, on fait quoi? On repose les cadres. Ils sont vieux, les Warriors. Donc, toutes les stars n'ont pas joué le quatrième quart-temps. Même les petits jeunes, entre guillemets, ont réussi à être plutôt pas mal. Écoute, je trouve que c'est dans la logique de cette série parce que c'est une gestion d'un marathon, les playoffs. Et les Warriors, leur but, c'est d'aller en finale NBA. Donc, j'ai pas trouvé ça déshonorant. Non, bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. On peut se dire qu'ils ont vite abandonné, que ça peut être surprenant parce que c'est des champions, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est une équipe qui... 40 points encaissés dans le premier quart-temps, 16 points Ouais, d'écart. Ça, en fait, Ça arrive, hein. ça arrive. Voilà, Ça, pour moi, ça bah arrive. oui, C'est ça pas ce qui est le arrive. plus choquant. Et les équipes en NBA sont capables de pouvoir revenir de ce genre d'écart, encore plus les Warriors. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ils ont 3 de leurs 4 meilleurs joueurs qui ont 35 ans ou plus. Voilà. Et en fait, il faut juste se dire que bah voilà, on va pouvoir être Next dans la game. gestion sur du match d'après et ils vont avoir l'expérience, j'ai aucun doute. Mais lorsque tu vois qu'il reste 15 minutes, qu'il y a autant de points d'écart, va pas commencer à te cramer. T'as Butler qui a 36, Curry qui va avoir 37. Hop, on rentre à la maison, on repose les cadres et on se concentre pour le retour à San Francisco. Et le retour à San Francisco, ça sera donc le match 6. Si on va regarder les cotes Winamax justement de ce match 6, on imagine que les Warriors sont favoris, cote à 1,46. Et pour les Rockets, cote à 2,50. On est dans la logique de ce qu'on a vu sur ces 5 premiers matchs de la série. Ce serait logique hein, que les Warriors gagnent. Maintenant, pour parler des Rockets un petit peu, on a montré le tableau du trio improbable hein, des Rockets dans ce match-là. Sur la série, d'un point de vue global, il y a quand même des trucs qui ressortent. Jalen Green découvre les playoffs de la pire des manières, il galère énormément. Alors il y a de l'expérience, de l'intensité et tout, mais pour l'instant on n'arrive pas à voir ce qu'il a réussi à faire depuis 1 an et demi en saison régulière. Et leur baromètre c'est Fred VanVleet. Fred VanVleet, il a été catastrophique sur le début de saison, début de série. Il est tellement maladroit. On parle d'un mec qui est même pas à 40% à un moment donné dans cette série-là, et il nous sort 2 matchs à 25 ou plus au meilleur des moments. Donc ils ont besoin plus que n'importe quoi d'autre, je crois, que Fred VanVleet, leur meneur titulaire, leur gars de leader de vestiaire et leader aussi d'attaque lorsqu'ils sont demi-terrain. Il se doit absolument de sortir une nouvelle performance à 25 ou plus pour espérer aller chercher un match 7, parce que quelque part, ils se remettent dans le bon chemin pour aller chercher un match 7. Arthur, tu y Sachant qu'ils ont crois l'avantage du terrain à la base. Ouais, hein. et Arthur, tu y crois une victoire des Rockets et, sur le parquet du Chase Center, il a arraché un match 7 à domicile? Ça serait vraiment très surprenant. J'ai vraiment l'impression et la sensation que les Warriors ont vraiment ce côté expérience, facteur plus, notamment sur la gestion du dernier match, qui va les faire gagner. Ils vont pouvoir trouver les réponses. Après, il y a l'équipe de Houston qui est archi surprenante. On voit que Jalen Green, il fait un seul bon match, je crois que c'est le match jeu, sinon il passe complètement à travers. Ça reste des gars qui sont hyper C'est qu'il talentueux. est même pas le 3e meilleur joueur de son équipe oui, sur oui, cette clairement, série. clairement. Oui, mais en fait, Clairement. au final, tu disais la dernière saison et demie, il nous a offert 2 très bonnes fins de saison régulière. Ouais. Mais sinon, depuis le début de sa carrière, pour un numéro 2, c'est un gars qui est archi irrégulier. Et quand tu vois sa classe de draft, il est clairement pas numéro 2 quand tu vois jusqu'à présent. Et pour revenir sur ce que je disais, Houston, ils peuvent gagner, ils peuvent le faire, même si j'y crois pas, ils peuvent le faire parce qu'en fait ils sont archi surprenants, il y a quand même pas mal de talent et le talent est réparti sur beaucoup de joueurs, donc il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être facteur X et amorcer quelque chose sur ce match 6. Après ça va être compliqué, je vois largement les Warriors passer, mais bon écoute, on peut s'offrir possiblement un match 7 à Houston qui pour le coup serait très très chaud. De toute manière, dans cette série, dans les playoffs, dans ce premier tour de playoffs là, il y a quand même un truc qui ressort, mais comme très souvent, c'est la gestion des money time. Et les Rockets ont raté leur money time les plus importants dans cette série avec les 2 matchs à Golden State, ce qui change Ils complètement. ont raté leur money time ou les Warriors ont été meilleurs? Ça change rien en fait. On s'en fiche de ça. Ouais, mais parce que parce que pas tant que rater. ça. Ah si, rater Parce un que money pour time. moi, Si tu rates un money depuis time. le début de la série, je dis si les Rockets se retrouvent à jouer des money time avec des Warriors, pour moi ils ont déjà perdu Tout le à match. fait. Sauf que ils ont joué des money time et sur le match 4, quand tu vois ce qu'ont été capables de produire et Şengün et Amen Thompson, tu te dis qu'ils auraient pu gagner ce match-là. Donc à l'expérience, ils ont perdu. C'est de l'apprentissage, il y a pas de souci, mais ils vont avoir peut-être un nouveau money time à jouer dans le match 6 et on verra s'ils vont réussir à faire certains ajustements qui leur permettront d'avoir un match 7. C'est leur but là. Match 6 dans la nuit de vendredi à samedi, il me semble. C'est ça. Oui. A priori, Warriors en 4. En 6, pardon. Au Chase Center, priori. donc ouais, on est tous d'accord pour dire Oui, qu'on oui, voit a les priori. Warriors en 6. Ce serait surprenant. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez une surprise et nous offrir un match 7, donc ça serait incroyable, hein, ça aussi. De ouf. comme Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est quand même 2 équipes qui se détestent. Alors je sais pas si vous l'avez beaucoup dit, il y a une belle- ambiance, il y a mon une gars. animosité de ouf. C'est Mais moi, il incroyable. me régale. Et par contre, un énorme shout-out à Steven Adams en conférence de presse Ouais, où il est bon, il est on bon. va le chercher là-dessus en disant ça joue dur, ça parle beaucoup. Il fait ouais, mais c'est le très haut niveau de compétition.
Et des choses comme ça arrivent, pour moi, voilà. Ah, mais quand on va le chercher sur des trucs extra basket, il y a des arbitres pour moi. Ce mec-là est quand même d'une sagesse incroyable. En même temps, qui va aller lui dire non, t'as tort? Bah, tu vois, si je mets 100 Steven Adams contre un gorille au dos argenté, je mets easy, les mecs. Ça sera le débat du prochain Faire des Shows. Très bien. 100 Steven Adams contre un gorille, qui gagne? Moi, de toute façon... En fait, je pense que Steven Adams est l'homme le plus proche du gorille physiquement. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, les 100 hommes vont gagner. Alors, si c'est 100 hommes dit Steven Adams, je pense que 15 Steven Adams gagnent contre un gorille. Alors, au lieu d'avoir ces débats stériles ou pas, je vais te proposer un autre débat, c'est est-ce que les Clippers peuvent gagner face aux Nuggets, enfin retrouver le chemin de la victoire? Parce que c'est le retournement de situation un petit peu de ces playoffs-là. On avait adoré les Clippers sur le début de la série. Et depuis, les Nuggets, on adore aussi, sont revenus dans la série, mènent désormais 3-2 après une belle victoire à domicile, 131-115, un Jamal Murray qui fait honneur à la Haute-Loire avec 43 points. Mais surtout, on a eu l'impression que les cadres des Clippers n'ont plus la main mise sur cette série. C'est ce qu'on a dit hier dans Clutch avec un consultant d'exception. Les cadres ne sont plus aussi forts et saignants que ce qu'on avait. Ben, du coup, tout rejaillit sur le collectif des Clippers en attaque. Mais le pire, c'est surtout en défense. Il y en a qu'un qui surnage, c'est Zubac. Mais Zubac, pour moi, il change la physionomie de cette équipe, certes. Mais c'est pas lui qui va te faire gagner une série, par contre. Ouais. Donc très déçu de la part des Clippers. Et bravo l'orgueil des Nuggets. Le fait de voir un James Harden, Kawhi Leonard si dominant sur 3 matchs, le fait de les voir si peu impactants sur le reste de la série, est-ce que vous aussi vous êtes déçus et surpris? Déçu, oui, surpris, non. Franchement, je sais que tu les as mis, toi, par exemple, très très haut, les Clippers. Moins que toi, les Lakers. Bah, on en reparle, hein, parce que s'ils sont sortis, c'est pareil. Hein. Non, mais la grande différence entre les Lakers qui sont très décevants, eux, il y a plein de choses qui me sautent à la gueule, mais qui me choquent pas. Quoi, James Harden est moins bon en playoff? Wow, what a surprise! Il sort 2 matchs là catastrophiques. Vraiment dans l'impact sur le game, on n'arrête pas de dire que c'est un système, qu'il est ultra important, qu'il est très très bon cette saison. Il y a absolument rien à dire. Je suis le premier à en parler, à le mettre ça en avant. Mais le problème, c'est que quand ton système il est pas bon, ben oui, il est pas bon. Non, il est pas bon. Il est effacé. C'est pire. Donc mais c'est largement pire. Mais James Harden est un gars effacé dans les playoffs. Il l'a montré très souvent, malheureusement. J'avais envie. Moi, quand je vois les 3 premiers matchs de la série, et c'est pas fini, quand je vois les 3 premiers matchs de la série, Arthur, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire parce que le contexte Clippers, moins d'attention médiatique, j'avais envie d'y croire. Mais bien sûr qu'on avait envie d'y croire, mais à chaque fois on était rappelé par d'autres doutes, notamment les doutes des blessures. Mais avec la dynamique qu'ils avaient réussi à insuffler sur la dernière fin de saison, on ne pensait pas que les limites de ces Clippers, ça allait être peut-être le niveau des joueurs. On pensait vraiment côté blessure. Et là, comme tu le dis, et le tableau il est relativement saisissant, il prend 10 tirs de moyenne, James Harden, sur les 2 derniers matchs, sur des matchs qui sont quand même à enjeu. De toute manière, tous les matchs sont à enjeu quand tu joues contre les Nuggets. Et c'est vraiment là la limite. Autant je trouve que lorsqu'on parle de James Harden en playoff, on surcote le fait qu'il soit moins fort en playoff. C'est une réalité, mais pas autant que ce qu'on veut l'entendre. Autant là, sur les 2 derniers matchs, ça saute aux yeux. Et on peut parler aussi de Kawhi. Kawhi, il fait les deux ou 3 premiers matchs qui sont relativement exceptionnel, que ce soit dans l'adresse, que ce soit dans l'impact, etc. Là, il n'a pas l'air d'être gêné pour son genou ou pour d'autres soucis. Et on n'arrive pas à retrouver, mais j'ai même du mal, c'est même pas que de l'implication, je sais pas si c'est de l'envie, je sais pas si c'est la défense qui arrive à rendre son attaque un petit peu difficile, mais forcément, mais quand on voit le niveau du joueur, on reste étonné, donc très bizarre. Autant James Harden, je vois qu'il est effacé, autant pour Kawhi, j'ai du mal à trouver une lecture. En tout cas, ce qui est factuel, c'est que ces 2 joueurs-là, avec moins d'impact, et bien plus effacé, ça toute la jolie pyramide, le château de cartes des Clippers s'écroule parce que tout ce qui faisait que les 2 étaient bons, ils avaient de la profondeur, tactiquement ils faisaient des choix défensifs qui arrivaient à gêner ces Nuggets-là. Là, du coup, sur les 2 derniers matchs, on n'a plus retrouvé ça. C'est vrai parce que sur le match 4, ils sont largement dominés, ils font un run exceptionnel. Mais il y a de l'orgueil, mais ils sont dominés. Ils sont à 2 doigts d'aller en prolongue et de gagner en prolongue. C'est ça qui est fou avec ces playoffs-là, c'est que quand on vous dit que les matchs, ça se joue à rien, une série, une tendance et tout, on peut largement imaginer que les Clippers mènent 3 dans cette série, tu vois, il n'y a pas de souci. Ou même 4-0 à un moment. 4-0, j'aurais été quand même très étonné face aux Nuggets, mais en tout cas, mener 3 avec 2 matchs à domicile, c'était quelque chose qui était vachement envisageable. Ce qui était moins envisageable, c'est qu'ils fassent un non-match complet, alors que normalement, à l'orgueil, tu dois aller à Denver dans le match 5 et dire, vas-y, tu sais quoi, c'est nous la meilleure équipe. Et on l'a jamais vu. Jamal Murray, il les a détruits. Il les a détruits, d'ailleurs, dès les premières secondes, tu sens qu'il est dans un grand soir. Ça, comme il est fluide, comme il est délié, il prend des tirs à lui, et sachant que Jokic fait peut-être son pire match depuis très très longtemps en face, et tu vois, ils ont pas de réponse. 13 points, 12 rebonds, 12 passes.
Il fait un mauvais match. il fait un mauvais match dans l'adresse et tout. Il fait un très mauvais match. Il fait un mauvais match. Le Jamal Murray, il n'y a pas de réponse en face. C'est là que je. Oh, Kawhi, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Vas-y. Ah ben alors, merci. On va aller là-dessus et on va donner beaucoup de crédit à la réaction d'orgueil des Nuggets après le match 3 où ils se sont fait gifler complètement à l'Intuit Dome. La réaction de Jamal Murray en soi, mais la réaction aussi des Nuggets, tactiquement, l'apport aussi de Russell Westbrook. Moi, je comprends pas quand Jamal Murray, on le connaît. Jamal Murray, aujourd'hui, il a mis plus de matchs à 40 points en playoff qu'en saison régulière. C'est une stat incroyable. On sait que c'est un mec du printemps. On sait que c'est un mec de playoff. On se rappelle de Jamal Murray dans la bulle. Avec tous les mecs, les soldats qu'ils ont, Batum, John Jr., Kawhi, ils peuvent pas envoyer un mec en mission sur Jamal Murray parce que tu vois que ton plan Jokic marche à peu près correctement, tu sais que c'est lui qui est en train de te tuer et pas une seule fois Kawhi va s'y coller. Ils sont focus sur Jokic. Moi, franchement, c'est ça la réalité de leur jeu. Ils sont focus, ils le regardent. Tout est autour de lui comme si le basket se jouait pas à 5. C'est ça leur problème. Il est tellement fort aujourd'hui que si tu commences à faire la moindre impasse sur des aides à l'opposé, etc., c'est un risque qui est pris, qui est calculé, donc, qui est assumé. Donc, c'est assumé. Pour les Clippers, c'est tout sauf Jokic. Mais je pense que toutes les équipes, c'est ça. Il y a Jamal Murray. Non, on est d'accord. Si c'est Westbrook qui te punit, et on l'a vu sur Westbrook, mon gars, ils sont à 2 mètres en disant vas-y, shoot. Bon. Il était dans un bon soir. Mais sur Jamal Murray, au fil du match, tu as le droit de te dire attention, là, il est dans un grand soir, on sait que lui va nous tuer. Mais Arnaud, tu fais quoi? Tu fais des prises à 2 sur lui, tu laisses Jokic? Non, mais moi, mon problème, c'est que. Ça parle de prises à 2. Non, il parle d'une défense un peu plus forte directement mais sur l'homme. Vous pensez qu'ils défendent pas comme des fous sur lui? Moi, ce qui m'embête dans ce match-là, c'est que tu identifies des mecs comme les meilleurs défenseurs de tous les temps, tu dois un petit peu le ressentir. Kawhi est parmi ces gars-là, et je l'ai pas ressenti. Je vois un gars qui les a détruits en face. J'ai pas aimé non plus le fait que Tyronn Lue mette beaucoup plus Bogdanovic sur le terrain et donc mettre un petit peu plus de côté Derrick Jones Jr. il faut absolument compter pour défendre. Donc il y a aussi des problèmes côté en attaque avec James Harden qui se planque, Bogda, heureusement qu'il est là pour mettre un peu d'huile en attaque. Moi je pense pas. Je pense vraiment que là Bogdanovic joue trop aujourd'hui sur les deux derniers matchs. Mais là, ils perdent. Mais t'as raison, mais c'est un équilibre où c'est un mauvais équilibre. Derrick Jones, oui, ils perdent, mais le fait que James Harden se planque autant, il est obligé de mettre Bogdanovic pour mettre un peu d'ordre en attaque. Par contre, défensivement, tu perds parce que c'est la première fois que de ma vie que je vois Bogdanovic autant souffrir physiquement. Donc, c'est un équilibre qui est peut-être pas le bon. Mais c'est sûr, c'est pas le bon, ils perdent. Mais je me dis que s'il met Bogdanovic, c'est parce que l'autre, en fait, il prend au tir et qu'il est en train de s'échapper. Oui, bah donc tu dois parler à ton gars, mais c'est pas pour autant que tu dois changer ta rotation. Tu sais, on en avait parlé quand il est arrivé, Bogdanovic. Moi, je disais, mais tu peux pas avoir Norman Powell, Bogdanovic, James Harden sur le terrain en même temps dans les moments importants, ça n'existe pas. Ou alors, t'es dans un match d'attaque, il y a de l'adresse, et là, on peut en discuter. Les Clippers doivent défendre comme des chiens et donc, quelque part, sacrifier les arrière-scoreurs. Et là, aujourd'hui, Tyronn Lue décide de les faire jouer. Tu les fais jouer, et ben tu vas perdre à ce jeu-là parce que dans un match up-tempo comme ça, c'est toujours les Nuggets qui vont gagner. Messieurs, ce n'est pas un débat d'émission, c'est juste une news, mais c'est fantastique, c'est fantastique. En même temps, on est là pour parler des playoffs ou pas? L'émission va durer 1h40 à ce rythme-là. En tout cas, on va suivre ce match 5, ce match 6. Ça va être passionnant. Est-ce qu'on a les cotes, Wina? Je sais plus, Tom, dis-moi. On a les cotes, Wina, évidemment, bravo. Vous voyez donc les cotes où les Clippers sont largement favoris pour ce retour à domicile pour ce match 6. Moi, je veux un match 7, basta. On avait dit tout sur 7. J'avais dit en 6. Toi, t'avais dit Clippers en 6. Moi, toi et moi, on avait dit Nuggets en 7. Moi, je reste sur la même ligne. C'est exactement la série que j'imaginais. Okay. Tu vois, ultra serré, machin. De toute façon, dans cette série, on a déjà vu 2 séries différentes. Donc, on va voir si sur ce match, il va y avoir une nouvelle bascule. On se souvient que le dernier match 7 des Nuggets, c'était face aux Timberwolves en demi-finale de conf, et ils avaient perdu. Affaire à suivre, on va passer dans la conférence Est, la Ligue 2, comme l'appelle Thomas, même si en playoff, ça a quand même... Quoi? Si. Tu peux me remettre le bracket, s'il te plaît? Non, on va juste aller sur Cavs Heat. On va juste aller sur Cavs Heat. Attends, tu vas voir le bracket, regarde le bracket. 4-0, 4-1. Heureusement qu'il y a Détroit dans l'histoire. 4-1. C'est la Ligue 2, Erwan. Gros, les écarts qu'il y a dans les séries. On n'est pas loin. Les Cavs Minnesota, 4-1. Très bien. Allez, on va enchaîner. Les Cavs Minnesota et OKC Memphis. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la même tendance. Parce qu'on va avoir 2 matchs 7. Donc. Régalade. Cavs Heat. Que dire, messieurs, à part que Cleveland est rentré dans ses playoffs de manière très, très sérieuse. Victoire à Miami lors du match 4, alors que Tyler Herro nous avait promis qu'il n'allait pas se faire sweeper. Il avait raison. Il s'est fait casser. C'est mieux qu'un sweep. Donovan Mitchell a fait le taf. Mais 138-83. J'aime aussi quand des équipes sont ultra favorites, sont largement au-dessus, de le montrer sur le terrain. Et là, mettre 50 points à Miami à domicile,
Thomas, il y a 2 mondes d'écart et on le voit avec ce tableau. Je suis même presque triste pour Miami. Hein. Tu te souviens, on avait parlé de l'expérience au play-in et tout. Ils ont bien fait passer le play-in. Tu sais, parfois, vaut mieux aller en vacances début avril et puis ne pas avoir à se faire rosser comme ça. Quelques stats quand même, parce que c'est clairement 2 mondes d'écart et une série historique. Il y a 122 points d'écart sur les 4 matchs. C'est un record, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la NBA. 30 points d'écart en moyenne, c'est quand même fou, 30 points d'écart sur 4 matchs. Et 77 paniers à 3 points réussis en 4 matchs. C'est aussi un record all-time égalé celui-ci. Donovan Mitchell a dit, nous étions venus ici avec un objectif en tête. J'ai toujours été un grand fan du repos. Une très bonne déclat. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un match, il s'est rien passé. Et surtout sur les 2 derniers matchs. Donc à Miami, là ils ont décidé de passer même, d'embrayer la 3e vitesse pour les détruire avec un 4e match où même on aurait pu rentrer tellement il y avait un écart de malade entre les 2 équipes. Donc il y avait une petite pointe derrière la cuisse. Et il n'y avait pas Darius Garland, les gars. Et il n'y avait pas Darius Garland. Ils ont de la marche comme pas possible, ils déroulent. Et puis tu vois, Donovan Mitchell, il est pas tout jeune, mais c'est pas un joueur qui est très très vieux. Et il comprend déjà que le repos, ça va être hyper important et que limiter les séries en moins de matchs possible, c'est un plus très important. Donc écoute, bravo à eux. Pour le prochain tour, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ils arrivent en étant plutôt sereins, ils sont très bien rentrés dans le playoff. Il y en a qui ne veulent pas de repos, en tout cas. Attends, t'as rien dit sur Miami? On peut juste dire un truc sur Miami? Ah bon? L'été va être très intéressant. Plus que ça, Miami vient de vivre peut-être peut-être la pire saison de l'histoire de la franchise. Sous l'ère Pat Riley, ouais. Sous l'ère Pat Riley, avec des ambitions. Parce que bien sûr, quand tu arrives et que tu drafts des mecs, ils sont rincés. On en reparlera cet été, je pense que ça va bouger. C'est clairement une franchise qui, pour 1000 raisons différentes, a connu un chemin de croisade. Pour la première fois, il y a des grands débats aux États-Unis qui commencent à mettre en cause Pat Riley. Et c'est normal. Et c'est normal. Que des choix bizarres, le cas Butler, et puis la fin. Un conflit générationnel, deux visions complètement différentes. Moi, perso, je suis plutôt. J'aime bien sa vision. La hit culture, on en parle depuis des années. C'est quelque chose qui est vérifié et qui a fait ses preuves. Mais j'ai l'impression que dans le discours aujourd'hui, et le cas Jimmy Butler est complètement prégnant de tout ça, la division est trop importante et il va falloir qu'il y ait des remises en question. Je sais pas si c'est un gars qui est capable de mettre de l'eau dans son vin. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on lui reproche. Il n'a pas l'air. Mais bon, après, en même temps, quand tu as réussi toute ta vie en tant que coach, en tant que de partout aux Lakers, aux Knicks, aux Heat, en tant que general manager, en tant que président des opérations basket, même si tu vis, c'est dur de dire, ouais, peut-être que là, c'est compliqué. On rappelle que le Heat a disputé plus de finales NBA que les Bulls, par exemple. Donc ça vous place un petit peu les 20 dernières années de cette franchise ultra iconique. On va pas le jeter, on va pas le jeter du bateau. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on finisse sur eux, on verra ce qui va se passer, Spoelstra, l'effectif et tout, mais ils viennent de vivre une saison qui n'a aucun sens. Et finir sur un sweep avec 120 points d'écart, je veux dire, dans les bureaux c'est cata, dans le relationnel avec les joueurs c'est cata, et puis sur le terrain, la finalité de cette saison, elle est catastrophique. Ils flirtaient de toute façon depuis pas mal d'années, il y a eu les runs en finale à chaque fois, ou avec Jimmy Butler qui est fantastique, mais qui masquait beaucoup l'arbre, enfin c'est l'arbre qui masquait beaucoup la forêt. Là, au bout d'un moment, il y a plus rien pour cacher quoi que ce soit, il y a plus papa, donc il va falloir se mettre un petit peu le museau dans des dossiers et bosser correctement cet été. On parlait de repos avec Donovan Mitchell, les Knicks, eux, ils veulent pas de repos, hein, donc ils sont allés gagner 2 matchs incroyables à Détroit avec des polémiques sur la faute. Parce qu'il y a faute. Hein, Merci, il y a faute. Parce que j'ai vu ton extrait là. Moi, je commence par dire qu'il y a faute. Moi, j'ai pas vu ton extrait, j'ai vu l'émission. Quand même, on va respecter le métier. Moi, je commence par dire qu'il y a faute. Non, Erwan, franchement, t'as fait un truc de fanboy. J'ai eu honte. J'ai rien dit. J'ai dit, je vais attendre tranquille et tout. Attends. Non. C'est toi qui as honte. C'est toi qui as honte alors que tu déboules avec des chaînes et des bagues à 12 €. Attends, t'as quand même dit. C'était dans le mouvement du match. Fait que je raconte une énorme faute sur un shooter. Première prise de parole. Il y a faute. Maintenant, je me dis que dans un match de play-off et tout, les arbitres, ils n'ont pas sifflé. Donc peut-être qu'ils étaient dans la mouvance. Ils se sont trompés, c'est ça qu'on peut dire surtout. Mais c'est ce qu'on dit aussi. Non mais ils se sont trompés, point. Moi je pense qu'une erreur d'arbitrage grotesque. Non mais quand il y a une erreur d'arbitrage, c'est plus un contexte, c'est plus... Il y a faute, elle est non sifflée, ok, ça c'est avéré. Victoire pour New York et tant mieux pour les Knicks. Maintenant, quand il y a une faute avérée, je peux pas rentrer dans surtout sur un tir, un mec qui est en extension et tout. Mais je peux pas rentrer dans... T'es sûr que c'est une histoire d'émission? Oui, c'est pas une histoire de contexte. Non mais je te dis pas ça forcément. Je sais pas, je me dis que quand tu siffles peu tout un match, peut-être que sur un tir aussi important, en fait, tu l'as pas ce coup de sifflet là. C'est ça mon explication. Donc il y a 3 arbitres, il y a un mec qui a 1m50. Ils l'ont raté, ils sont ratés. La mouvance, oui, mais après, c'est après coup de dire qu'il y a faute. Tout le monde le dit qu'il y a faute. Mais la mouvance du match, quand tu siffles pas grand chose, et c'est le cas dans cette série de manière générale, peut-être que là aussi tu le rates ce coup de sifflet parce que tu es dans cette mouvance là. Mais la première prise de parole, c'est il y a faute. Il rentre dans son cylindre, il le touche en l'air. Oui, d'accord. Il y a faute. Donc après, on brode autour. Et j'essaie de trouver une explication de pourquoi il a pas sifflé. Et je pense que c'est la mouvance du match où justement tu siffles peu. Bref. Okay.
Ils sont en tout cas bien réagi, nos amis les Pistons, parce qu'il y avait de quoi avoir la haine, de quoi avoir un sentiment d'injustice. Et ils ont réagi de la meilleure des manières, puisqu'ils sont allés gagner le match 5 au Garden. Victoire 106-103, avec encore une fois un très bon Cade Cunningham. Et même de manière générale, le 5 des Pistons a été, voire plus que le 5, a été très très bon. Avec, on le voit, donc Tobias Harris, Schroeder qui sort du banc, mais Malik Beasley. Enfin voilà, une équipe des Pistons qui montre encore une fois qu'elle a des ressources et de l'orgueil. Bah, disons qu'en allant gagner à New York, une deuxième fois dans la série, cette équipe montre qu'elle a le niveau des playoffs. Tu vois, c'est toujours, c'est un nouveau projet, il y a des jeunes joueurs, Cade, etc. On a parlé de Jalen Green tout à l'heure. Cade, c'est un gars, il est ultra mature, on le savait, et il arrive à performer match après match et à nous régaler, même si les money time ont été ratés. Moi, je veux faire un énorme focus sur Hauser Thompson. On parle souvent d'Amen et c'est normal. Hauser Thompson, hier, ce qu'il fait sur Jalen Brunson, qui est un joueur en or main, un joueur fantastique de 1 contre 1 et tout. Hier, à un moment donné, il y a un gars qui embête un des meilleurs joueurs de la ligue, qui l'empêche de développer son jeu, qui l'empêche d'avoir de l'impact, et qui en plus marque 22 points de l'autre côté. Écoute, les frères Thompson sont en train de s'installer parmi les très très bons joueurs NBA. Ozar Thompson qui met 22 points, Arthur, c'est tout bénef. Hein. Bah, c'est comme si Arthur avait mis 52 points sur les 3, ça n'existe pas normalement. C'est bénef. Tout bénef. Non, bah oui, écoute, de toute façon, c'est un... Arthur, rapproche-toi de ton micro. Oui, excusez-moi. C'est un athlète exceptionnel, et comme tu dis, on n'attend peut-être pas forcément de lui qu'il puisse être aussi bon de l'autre côté du terrain. On l'attend surtout défensivement, peut-être facilitateur de jeu sur certains aspects, mettre du rythme, etc. Et bah quand il finit à 22 points, bah oui, c'est un plus. Après, moi, je suis vraiment déçu de la performance de New York. Je suis pas fan de New York du tout, mais t'es là à la maison, match 5. À aucun moment, tu dois laisser entrevoir le moindre espace, surtout que t'es New York, que tu sais que tes titulaires, ils vont jouer beaucoup, que tu as besoin de repos, dont on en parlait juste avant. Je vais pas dire que c'est une faute professionnelle, mais presque. Parce que là, tu vas retourner à Détroit où c'est le feu, où ils ont encore la haine d'avoir perdu sur le match catch dans ces situations-là. On n'est pas à l'abri d'avoir un match 7. Et moi, je me rappelle, j'avais vraiment mis 4-0 pour New York parce que je pensais vraiment qu'ils allaient dérouler. Je voyais vraiment ce différentiel au niveau de l'expérience et le doute que je pouvais avoir sur Cade Cunningham qui découvre les playoffs. Franchement, il est au top niveau et bravo Détroit. Karl Anthony Towns qui passe un petit peu au travers avec un 5 sur 14, vu qu'il avait été très bon sur les matchs, sur les matchs à Détroit. Moi, il y a un truc qui me gêne avec les Knicks, c'est que, souvenez-vous, pour se qualifier à la NBA Cup, ils ont un match très important au Garden face à Atlanta. Ils le perdent. L'année dernière, il y a plusieurs matchs très importants face à Indiana au Garden. Ils perdent le match 7. Je ne vais pas le prendre encore parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais je trouve que ces 2 dernières saisons, il y a beaucoup de matchs importants au Garden que les Knicks ne prennent pas. Est-ce que c'est pas un syndrome olympique de Marseille? Grosse ambiance, beaucoup d'attentes. Je sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que, en fait, il y a parfois. Oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ah bah je vais quand même aller au bout de mon truc. C'est, on connaît l'ambiance, on sait que ça va être chaud. Faire jouer Amine Gouiri? Bah avec plaisir, ouais. Mais c'est vraiment le truc où, en fait, t'as de la préhension parfois de jouer à domicile. Je crois que les Knicks ont grand intérêt. Alors ils gagné le 6e match, l'ont fait des fois. Parce que s'éviter un match 7 au Garden, et de ce que j'ai vu ces dernières années, sur la pression du Garden et la gestion des joueurs sur des matchs comme ça, ou comment le jeu s'étiole et redevient très prévisible, notamment avec Brunson qui dribble. J'ai pas compris encore une fois comment après deux prestations à Détroit, où même si ça se joue sur un coup de dé ou un non de coup de sifflet sur le match 4, il y a quand même eu des formes de jeu où Brunson, il lâche la balle plus tôt, il est sur un truc de deuxième arrière, il a la balle après 12 secondes d'attaque. Là, on est retombé dans un truc... Écoute, il faut que ce match soit un épiphénomène dans la série, il faut qu'il gagne le match 6, et on n'en parlera plus, ils ont perdu, ça peut arriver, tu vois. On verra ça. Attention, il s'est fait mal aussi un peu. Oui, il s'est fait mal, ouais. Il se fait tout le temps mal, hein. Il se fait mal tout seul, il se fait beaucoup mal, mais il joue, il serre les dents. On peut pas lui enlever ça, Jalen Brunson. Écoute, match 6 ce soir, en tout cas, ça va être passionnant à suivre, et ça se passera évidemment du côté de Détroit. Dernière série avant de rentrer dans le débat, les Celtics face au Magic. Le Magic avait pris un match à domicile en sortant une belle casse à outils. Le Magic, malgré leur nom et le fait qu'ils sont en Floride, c'est quand même pas une équipe de rigolo. Mais finalement, la logique a pris le dessus, 120-89. Fin de saison pour Orlando qui s'incline donc 4-1. Boston qui va logiquement en demi-finale de conf. De toute façon, on sait où on les attend. Ouais, non, écoute, rien de très surprenant. Moi, ce qui m'a peut-être un peu rassuré sur le global de la série, et notamment sur ce dernier match, c'est que Boston prend au global un petit peu moins de tirs à 3 points que durant la saison. Je crois qu'ils sont à moins de 30 tirs à 3 points sur le dernier match. Et ils arrivent quand même à gagner avec cette marge. Donc voilà, easy, une entrée en jambes. Après, il y avait quand même un petit peu de tension et le Magic leur a rendu la vie un petit peu difficile. Mais pas mal de marge côté Boston.
Je te rejoins complètement sur Boston. Moi, je dis juste mission accomplie pour Orlando. Vous vous souvenez, dans les previews, je disais le but pour le Magic, c'est de valider cette belle saison et cette qualification en playoff avec une victoire en playoff. En plus, c'est une victoire à domicile. Ça, c'est des petits trucs que tu coches. Évidemment qu'on n'imaginait pas battre Boston, mais d'avoir gagné contre eux, d'éviter un sweep, ça, c'est des stats qui reviendront, de l'apprentissage à vitesse grand V. Et juste pour terminer sur Orlando, leur marge, au-delà de gagner juste un match, c'est d'être mieux classé pour éviter de se taper un Boston au premier tour. Oui, bon, après, si la moitié de ton équipe aussi, ils ont un accident de car, au bout d'un moment dans la saison. Trouver un meneur de jeu, c'est parce que j'adore Corey Joseph, à un moment donné, merde. Oui, mais Jalen Suggs s'est pété alors qu'on avait découvert en lui pas mal de choses très intéressantes. On va remettre le tableau, s'il te plaît, Tom, de Jason Tatum, parce que, comme c'est parfaitement écrit, il s'est mis en route. Pépère entre le match 3, le match 4, le match 5. De toute façon, c'est des stats et des performances qu'on attend autour de Jason Tatum. Il y a toujours ce débat qu'on va pas réouvrir maintenant autour de Jason Tatum. Mais bon, voilà, ça a été, à un moment donné, il s'est mis en route et la série s'en est vue terminée. Ils sont un peu low-key, les Celtics, et Jason Tatum aussi. On parle de beaucoup d'autres choses. Lui, même s'il a manqué un match, il est un peu blessé. Dès qu'il joue, il est au niveau, il est très très fort. Donc maintenant, on l'attendra sur le tour suivant, tout simplement. Allez, on a parlé de toutes les séries, sauf d'une, évidemment. C'est les Lakers face à Minnesota, parce que les Lakers sont déjà éliminés des playoffs. Mais à qui la faute? On va ouvrir le grand procès des Lakers. Hier soir, à la Crypto.com Arena avait lieu le match 5. Les Lakers étaient sous pression et se devaient de gagner pour espérer accrocher un match 6 et revenir, pourquoi pas, avec un match 7 à Los Angeles. Bon, tout ça, c'est évidemment de la science-fiction. Non, de la science-fiction, puisque les Lakers se sont fait botter une nouvelle fois hier soir à domicile par des Minnesota Timberwolves plus inspirés. Match serré, en 96-103, avec un Rudy Gobert d'exception, meilleur match en carrière, meilleur match en playoff, 27 points, 24 rebonds. Rudy qui honnêtement traversait la pire série de sa carrière en playoff et de loin a sorti Thomas une masterclass. Il a détruit les Lakers sur un secteur de jeu où on sait que le small ball des Lakers, c'est le point faible, c'est le poste 5. Et que Jackson Hayes apparemment n'est même plus un basketteur, c'est même plus un humain apparemment aux yeux de JJ Redick. Et donc ils se sont fait martyriser par Rudy Gobert. Plaisir quand même de voir Rudy un peu rayonnant comme ça. Ouais, franchement, disons que c'est mérité pour Rudy qui sort un match exceptionnel. Le premier enseignement du match était Jackson Hayes, du coup, sort du 5 majeur. Ok, donc Dorian Finney-Smith Ils ont demandé de sortir de la salle, quand même. Le pauvre, il est banni en fait, le mec. On s'en déconne, incroyable. Quoi. Et donc Rudy Gobert. De la Sterling, le mec. Ce que j'ai apprécié avec le match de Rudy, c'est qu'il était ultra constant dans le match. C'est-à-dire qu'il domine au début, il domine à la fin, il a des lancers francs, il a évidemment beaucoup de rebonds offensifs. Il a été un petit peu plus trouvé aussi par ses partenaires, parce que l'enseignement fou des premiers matchs, c'est que en fait, lui non plus, il n'a pas le droit de tirer ou même pas le droit d'avoir un ballon en attaque, même si on connaît ses défauts. Il a été exceptionnel, il a été constant aussi dans la concentration dans un match. Tu vois, vraiment, je l'ai trouvé très très fort. Et puis, ça va lui faire du bien aussi. Ça, quelque part, ça lance ces playoffs, parce que le but maintenant pour les Wolves, c'est d'aller en finale de conférence et qu'ils vont peut-être jouer contre les Warriors qui jouent small ball, et donc on devrait revoir Rudy dominant à l'intérieur. La phrase que je vais dire, c'est pas un camoulox, mais le bon début de match de Rudy, j'ai envie de mettre au crédit de Julius Randle. Qui sur des drives, va le chercher, et il est dans les bons espaces, Rudy. Mais dès qu'il est up là, tu vois, Julius Randle va lui faire 1, 2, 3 passes, et il va mettre des petits paniers faciles, il va rentrer dans son match. Julius Randle qui fait briller Rudy Gobert, c'est là, fallait l'avoir venir. Ouais, non, c'est clair, fallait l'avoir venir. Alors oui, il rentre très bien dans son match, merci Julius Randle. Après, je trouve que sur le déroulé du match, et c'est pas à charge contre lui, mais j'ai plus trouvé que son bon match était dû à de l'opportunisme. Alors je sais que le mot il peut être un petit peu dur, mais en fait, côté Lakers, les écrans retard étaient tellement oubliés qu'en fait il s'est régalé, et le 9 rebonds offensifs, c'est pas un hasard. Au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable pour une équipe de pouvoir bloquer les grands au rebond offensif, ils se régalent, ils mettent des claquettes, ils remontent, ils vont chercher des lancers francs, et c'est ce qu'a parfaitement. C'est son rôle, ça. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi je pense que la pression qu'il met sur la défense des Lakers qui jouent ce small ball là, l'écran de retard, au bout d'un moment, les écrans de retard, quand tu fais 2 mètres sur d'un mec de 2 mètres 16, vas-y, tu peux les faire toute la soirée si tu veux. Mais on est complètement d'accord, et il a su parfaitement utiliser ces opportunités là pour pouvoir faire un super match. Donc oui, c'est faciliter le match, mais aussi dû, je pense, en grande partie à la défense des Lakers. Et pas que la question de centimètres, il y a aussi la question de volonté. Et la maladresse des deux équipes. Ils sont à 7 sur 47. 0-11 à 3 points, Anthony Edwards. Non, mais même pas 15%. Donc il y avait des rebonds à prendre. Moi, les deux dernières infos, entre guillemets, sur Rudy qu'on pourrait dire, c'est que sur les 4 premiers matchs, il a joué 24, 29, 25 et 26 minutes. Là, hier, il joue 39 minutes. Donc il y a aussi une volonté
volonté de Chris Finch de le laisser sur le terrain, de continuer à dominer par la taille, et donc mettre Nasrid un petit peu sur le côté, là où Nasrid a été très bon. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que moi, ça m'a rappelé un match. Ça m'a rappelé États-Unis-France 2019. C'est exactement le même match où Popovic, à l'époque... Coupe du monde à Pékin. Coupe du monde c'était à Shanghai, c'était le match. En Chine 2019. Chine. Ah ouais. Quart de finale. En Chine. C'était en Chine. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Si, où il joue small ball. Popovic dit attends, j'ai des grands dans mon équipe, mais on va pas les faire jouer, on va jouer que small ball, et donc ça va donner des opportunités. Et quand je dis opportunité, donc pour opportunisme, comme le disait Arthur, c'est il y a un gars qui est plus grand, qui est plus agressif, et qu'on laisse tout seul. Bah ouais, il va dominer. Et dans cette physionomie-là, en fait, Rudy Gobert est capable d'avoir des stats à la Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Moses Malone, Will Chamberlain, ce genre de choses. Parce qu'avec cette performance-là, les comparaisons ce matin et les tableaux qui sont sortis sur toutes les... Abusé. On le compare à ces mecs-là. 27 points, 24 rebonds, c'est des stats à la Shaquille O'Neal. Tiens, écoute ça, les pourcentages. Écoute ça. Oui, en plus, les pourcentages. Il rentre dans un club ultra fermé des 25 points, 20 rebonds et 2 contre sur un match à élimination directe en post-season. Et donc, il rejoint Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Tim Duncan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar. Bon, bravo Rudy, quoi, à un moment donné, bravo. Exactement, bravo Rudy. Surtout que je te dis, moi je pense que Minnesota fait pas un super match. Anthony Faut Edwards, pas une super série même, ouais. Au global. Anthony Edwards, c'est plutôt pas très inspiré, même s'il va lâcher, je crois, il me semble 8 passes. Il fait 0-11 à 3 points, puis même toujours une vraie nonchalance un peu trop. Mike Conley est catastrophique. Ouais, mais il met le dagger à la fin. Il met le dagger à la fin, c'est sûr que il est catastrophique. Si les Wolves avaient un meneur de jeu dans la fleur de l'âge, il y a peut-être 4-0 en fait dans la série. Erwan, je vais juste aller contre ce que tu dis par rapport à Anthony Edwards. Moi, au-delà de l'adresse, je l'ai trouvé trop fort. Ouais, moi aussi, sur la série ou sur le match? Sur le match aussi, je suis d'accord. Sur le match, il défend de ouf. Ouais. Il crée au possible. La passe qu'il fait sur Mike Conley, il y a peut-être 8 superstars sur 10 qui vont essayer d'aller chercher un tir difficile. Il ressort. Dans la création, je l'ai trouvé top. Et en fait, il a juste pas eu d'adresse. Mais moi c'est mon ressenti. Je l'ai trouvé trop fort. Moi, le début, premier facile. Alors facile, il est toujours facile. Moi, le début, je commence à me dire à un moment donné, mais attends, on est milieu de deuxième carton, on l'a pas vu. Après, c'est ça, tu peux le dire pour Lucas. Parce que nous, la défense des Lakers, t'as raison, il va faire les plays qu'il faut. Défensivement, de toute façon, c'est pas un tricheur. Mais encore une fois, quelles sont les attentes autour d'Anthony Edwards? Moi, sur un match décisif, il a fait ce qu'il fallait. Je trouve que dans la sélection de tir et tout, il y a eu des fois, j'ai fait frérot. Moi, je suis plutôt d'accord avec Arthur pour un truc simple, c'est que il a pas d'adresse, mais on l'a beaucoup vu au drive. Il va sur la ligne de lancer franc. Et moi, je trouve qu'il y a un truc. Non, on le voit pas du premier carton. Franchement, rien de choquant. Et surtout, il y a un truc. C'est que quand t'es trappé milieu de terrain sur chaque action, il y a personne qui peut être ultra fort au scoring. Ils font trap. Ouais. Donc il fait une petite passe à l'opposé, ça joue et tout. Enfin, ils font des traps. Non, mais ils font aussi des zones, mais il y a trap. Donc quand il y a deux mecs qui arrivent face à toi, bon bah ton réflexe quand t'es un bon joueur de basket, c'est de faire une passe à quelqu'un d'autre. Donc forcément, t'as moins de 1 contre 1, t'as moins de ce genre de choses là. Et dans la fin du match, quand il est allé 1 contre 1, il fait les différences de malade, il va au drive et il fait des passes. Donc moi je trouve qu'il a fait un bon match malgré le 0-111. Moi je vois 15 points d'Anthony Edwards qui fait peut-être au scoring son plus petit match. Évidemment, il y a d'autres lectures. Il y a d'autres lectures évidemment que les stats purs. Il fait pas son meilleur match de la série. Les Wolves shootent à un vilain à peine 15% à 3 points et ils gagnent quand même. C'est ça, moi en fait que je vois, c'est qu'ils arrivent à gagner quand même. Parce qu'ils se sont fait démolir, notamment sur le rebond. Peut-être voir les comparatifs des stats. Et ça, c'est une stat où, évidemment, vouloir jouer small ball, quand tu perds 54 à 37 au rebond. Et là, on va pouvoir ouvrir un petit peu le dossier Lakers, parce qu'on se devait de rendre hommage aux Wolves et à Rudy Gobert pour son match incroyable. Et apparemment, Anthony Edwards aussi, qui a fait un match all-time. Mais mauvaise là, ça va en se chambre. Je voudrais qu'on ouvre maintenant le dossier des Lakers. Ils sont éliminés au premier tour. Tu as Luka dans ton équipe, tu as LeBron James. On va revenir sur plein de raisons. Est-ce que déjà vous êtes surpris? On se souvient quand on a fait les brackets. Quand on regarde la construction de cette série, il n'y a pas de surprise, il y a une logique. Mais est-ce que, mine de rien, quand on a fait nos brackets, est-ce que vous êtes surpris et déçus de voir les Lakers sortir dès maintenant? Oui. Surpris et déçu. Bah déjà, oui, tu as 3 matchs à domicile, t'en perds 2. Voilà, déjà, voilà. Évidemment, quand tu vois la construction de l'équipe, on a tendance ces dernières années à dire que les équipes les plus talentueuses, c'est les équipes qui vont loin. Sur le papier, il y a énormément de talent. On connaissait les failles qu'il y avait notamment au niveau des centimètres, au niveau de la présence à l'intérieur, mais
Il y a des équipes qui ont passé des tours avec sans avoir non plus des très très grands, etc. On savait que le coach était expérimenté et que ça pouvait être une limite. Mais c'est déjà arrivé par le passé. En fait, on avait pas mal d'indices. Moi, je pense que surtout ce qui a manqué, c'est de la suffisance. C'est qu'ils ont été suffisants et qu'ils se sont vus trop beaux. Ils avaient déjà la perspective, c'est ma lecture, d'aller jouer peut-être les Warriors en demi-finale et le Thunders ou les Nuggets en finale de conférence. Mais que ce premier tour est un petit peu comme tout le monde. Nous aussi les premiers. Hein. C'est aussi de notre faute, j'ai envie de dire. Et voilà, donc méga surprise, très déçu. Et je vous laisserai continuer, mais il y a tellement d'éléments au final. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord et ESPN a ressorti les 10 votes des journalistes pour savoir qui allait passer dans la série. Il y a 10 journalistes sur 10 qui avaient dit les Lakers vont passer. Donc on est tous plutôt sur la même longueur d'onde. Moi, ce qui me déçoit énormément, c'est que je n'ai pas retrouvé l'équipe de saison régulière en play-off. Et ça, c'est pour moi la plus grande déception. C'est-à-dire qu'en termes de rotation, en termes de style de jeu, les Lakers, c'était l'une des meilleures défenses de toute la NBA pendant la saison régulière. On aimait aussi la profondeur. Tu joues grand, tu joues petit, tu joues par voie 5 out. Parfois, t'as un intérieur qui va prendre des alley-oops de Luka. On n'a absolument pas retrouvé tout ça. Et JJ Redick a fait un truc qui m'a un peu surpris. C'est qu'il s'est, et tu l'as très bien dit la semaine dernière, je crois, il a joué comme une équipe du maintien en France où il y a une descente possible. C'est-à-dire que tu réduis tout à un jeu hyper difficile on est petit, on va faire de la zone, on va compter sur de l'adresse, on va jouer codé 1 contre 1. Mais en fait, la NBA, tu peux pas jouer comme ça face à une équipe qui est à ton niveau. Quand t'es plus fort, on peut en discuter. Mais ils n'ont jamais été plus forts dans la série. J'ai été très déçu parce que les 4e quart-temps se sont complètement ratés. Et le talent, normalement, te permet dans les 4e quart-temps de faire la différence. Là, leur 4e quart-temps, c'est juste la pire équipe de la post-season dans le 4e quart-temps. Ils sont minables, les mecs. Ils sont minables. Il y a Tom qui, comme d'habitude, nous a fait un tableau très pertinent là-dessus. Mais encore une fois, la lecture des 4e quart-temps très compliqué. On voit pire attaque des playoffs sur les 4e quart-temps. 17 points, Erwan. 17 points marqués. C'est la honte. Le Fener, ils ont mis 18 points en prolongation contre le Paris Basketball. Pire pourcentage donc au shoot, pire équipe au plus-minus. Enfin, vous voyez, c'est que des stats ultra négatives. Et vous voyez surtout LeBron et Luka qui passent au travers. Ça, c'est des stats purs. Maintenant, et on va ouvrir le dossier de JJ Redick qui nous avait promis, notre ami podcasteur et ancien joueur, que lui, il avait des idées, que lui, c'était un mec qui savait réagir, à s'adapter à des situations, que c'était un coach moderne, ouvert sur plein de choses. Voilà, quand tes joueurs, LeBron James, Luka, qui a quand même pas un physique incroyable, quand tu leur donnes 40 minutes de moyenne de temps de jeu, tu t'attends à quoi dans les 4e quart-temps? Les mecs sont cramés, les mecs, en tout cas, sans aller jusqu'à cramer, parce que c'est un mot qui est parfois galvaudé, t'as plus la lucidité que tu peux avoir aussi. Et ce tableau-là, pour moi, il va dans ce sens-là. Donner autant la balle à des mecs en disant, sans play un peu, où il y a du mouvement, où le ballon circule, où il faut tout créer par le dribble, avec des défenseurs en face féroce. McDaniels, tout le long, sur Luka, plus Anthony Edwards, LeBron qui prend Randle, tout le long sur la gueule. Bam, Alexandre. Et au bout d'un moment, tu arrives dans le 4e quart-temps, tu dis les gars, vous avez la balle, faites la différence. Ça peut pas marcher. Alors moi je suis d'accord avec toi. JJ Redick est loin d'être irréprochable, il y a aucun souci, mais il faudrait pas que ce match 4. Ah non, c'est pas ce match-là, c'est la série. Hein. Oui, mais la deuxième mi-temps du match 4, ça symbolise un petit peu tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. C'est ses choix, il y a pas de souci. Mais après, on reste en play-off. Il fallait pas s'attendre aussi à ce que à chaque fois il tourne avec tous les joueurs, etc. C'est la première fois de l'histoire des playoffs qu'il n'y a pas un changement dans une mi-temps. Mais les 40 minutes, toutes les 40 minutes, c'est pas la même chose que la deuxième mi-temps. 40 minutes pour les Stars, c'est normal. Pour moi, que les rotations soient resserrées et que les Browns, bah oui, ça pousse, ils ont pas non plus un effectif hyper poussé, mais il faut pas que cette deuxième mi-temps du match 4, on ne retienne que ça par rapport à JJ Redick. Je pense qu'il a essayé d'amener des choses, mais regarde, là, il a essayé d'ouvrir un petit peu son banc, de changer sur ce match 5, mais tout de suite, ils se sont fait punir par Rudy Gobert. Ça veut dire que Finch a aussi fait des ajustements et qu'on n'a pas su répondre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le cas JJ Redick, c'est un facteur parmi tant d'autres. Il faut pas non plus on commence par celui-là. On commence par celui-là, mais il faut pas qu'on retienne uniquement ça. Moi, j'ai trouvé, et Tom, je te lance, juste pour faire une petite... Moi, j'ai trouvé que sur le début de la série, c'était OK. Ils faisaient du JJ Redick, et qu'au plus, ça devenait chaud. À partir du moment où ils ont perdu à domicile, c'est devenu le costume de coach de playoff des Lakers. Oui, d'accord. Mais à partir du moment où ils vont à Minnesota, j'ai trouvé que le costume de coach des Lakers en playoff était trop grand pour lui. Bah écoute, après, il va aussi progresser. Je l'ai trouvé agacé, très mauvais en conférence de presse. Oui, clairement. Il supporte pas les questions du journaliste. Après, on sait qu'il a cette réputation. Tu es en train de découvrir que JJ Redick, c'est un coach rookie en fait. Non. Non, sur l'ego. C'est un mec qui a un ego aussi surdimensionné. Moi, gros, quand le match commence et que Rudy Gobert, dans le premier quart-temps, il est en train de te chier dessus et que t'as annoncé depuis 48 heures que Jackson Hayes ne jouerait pas une minute, eh ben en fait, t'es un sgeg. Oui, il s'est trompé. Mais
Mais écoute, la réalité de JJ Redick, c'est qu'il a montré des fondations sur la saison régulière de très bons coachs. Ça, c'est une réalité, on pourra jamais lui enlever. Ça vaut quoi? Attends, calme-toi. 50 victoires. Luka qui arrive en cours de route. Faut tout reconstruire. Il y a rien qui est simple. Ta direction, elle change de braquet à un niveau presque jamais vu dans l'histoire de la NBA. Donc, il faut déjà digérer tout ça. T'arrives en playoff ultra confiant, et tu te rates complètement. T'es out-coaché. C'est une réalité. Mais tous les coachs, Erwan, ont des séries où en fait ils n'ont pas de solution, où ils se ratent. Popovic, on l'a dit combien de fois sur le 2013, le match de lundi prochain, où il fait n'importe quoi. Donc une carrière de coach est très très long. Et moi je ne voudrais pas qu'on rentre dans un espèce de JJ Redick bashing. On peut dire qu'il s'est raté, c'est une réalité. Je veux pas aller plus loin. La deuxième mi-temps du match 4, franchement j'étais fou furieux. Je fais mais qu'est-ce que tu fais, c'est une catastrophe. J'ai pas trouvé qu'il a bien coaché son équipe d'un point de vue tactique et des rotations sur toute la série. C'est une réalité, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est le pur apprentissage d'une équipe qui est de toute manière mal construite de base, ça c'est une réalité. Avec des mouvements comme il y a eu cet été, je peux l'entendre. Moi, ce que je reproche à JJ Redick sur ces playoffs-là, mais il l'apprend, c'est son premier run de playoff, il a 2 méga superstars à gérer, c'est quand même pas le job le plus facile pour commencer une carrière de coach. Ce que je reproche à JJ Redick, notamment sur les 2 derniers matchs, c'est qu'il tente rien. En fait, il fait, je réduis mes rotations, quand on a un peu peur, je donne la balle à mes superstars, et du coup, je réduis, et du coup, je suis là et je tente rien. Ouais, c'est ça qui me gêne en fait. Parce que s'il tente un truc et qui marche pas, j'ai tenté, je me suis trompé, ma faute. Là, pour moi, il tente rien. Il a fait un truc de mec à peur. Et ça, il a tenté Maxi Kleber aujourd'hui. Ouais. Non mais Erwan, il a joué ça. Non mais ils ont tenté un truc tellement improbable. Le mec, il est arrivé de son trade, il a pas joué depuis janvier. Donc aujourd'hui, bon bah joue maintenant. Parce qu'il avait été bon l'année dernière. Poste 5 contre les Wolves. Ah ouais d'accord, ok, il joue le mec. J'étais sur le cul là. Mais attends, il faut vraiment le faire rentrer. J'avais oublié qu'il était aux Lakers. Bah oui. Numéro 14, mais c'est qui le gars en fait? Donc Maxi Kleber qui a pas joué depuis 2013, on préfère l'envoyer 5 minutes plutôt que Jackson Hayes. Il a rien tenté. Moi je te dis, il a tenté un truc. Non mais je fais un truc. Bon, je peux rien moi. Tu sais, dans ces podcasts, on l'avait vu. Moi, je trouve qu'il a des lectures et des analyses qui sont plutôt très fines et c'est toujours enthousiasmant de voir un gars comme ça. Mais regarde, en fait, souvent, il parlait, même sur les conversations qu'il a avec LeBron, etc., de principes, de construction d'équipe, de construction de 5 majeurs, mais pas spécifiquement d'enchaînement et de play directement. Donc là, j'ai l'impression qu'il est resté en se disant... Au bout d'un moment, j'ai 2 talents incroyables dans mon équipe, avec Austin Reeves qui est capable de pouvoir mettre des pantons. D'ailleurs, il fait que tirer à 3 points. Et ça va suffire, en fait. Et je pense qu'en fait, on s'est tous dit ça. Et je pense que arriver en playoff à ce moment-là, dire à ces gars, OK, on va essayer de jouer sur cette forme-là, etc., changer un petit peu le jeu. Lucas, tu vas plutôt essayer de partir sur une coupe où tu remontes. Je pense que c'était trop tard et trop difficile pour pouvoir mettre en place un petit peu tous ces schémas-là, tous ces schémas de jeu-là. Et JJ Redick n'a pas été capable de pouvoir donner ces discours-là. Je pense que c'est une grosse limite. On est d'accord quand même que c'était pauvre en attaque les Lakers. C'était minable. Pourquoi pauvre? ISO. La honte. Mais c'est parce que je pense que là c'est les analytics qui mettent ça en avant. Leur meilleur 5 c'est avec Dorian en 5. Voilà, je pense que les analytics montrent qu'ils sont largement meilleurs comme ça sur tous les aspects du jeu, etc. Le problème c'est que quand t'as un grand en face ou Nasrid et que tu perds complètement la verticalité du jeu, eh ben tu vas te faire ouvrir. Luka n'est jamais meilleur que quand il est avec un grand à qui peut envoyer une balle en haut. Ils l'ont fait avec Gafford l'année dernière, avec Derek Lively. On l'a vu avec Mike Tobey, avec la Slovénie. Il a besoin d'un intérieur qui, soit quand il y a un switch, il va essayer de punir Rudy Gobert ou le grand en face, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Donc il devait peut-être même avoir un problème physique. On l'a vu avoir mal au dos à la fin de sa chute. Ou alors donner la balle en l'air pour Jackson Hayes, par exemple, qui est très très bon là-dedans. Je sais pas pourquoi ils ont complètement arrêté de jouer comme ça. Il n'a pas un 5 avec qui il arrive à trouver un two-man game sur du alley-oop ou autre. Ouais, parce que, c'est pas si c'est la première fois de sa carrière, mais ce qui est sûr, c'est que les Mavs ont mis 5 ans pour avoir 2 mecs capables de bien répondre aux passes de Luka Doncic. Là, l'équipe a été tellement mal construite que le doute, c'était de savoir si, sans intérieur, tu pouvais le faire, etc. Le problème, c'est que t'as un intérieur qui est certes pas le meilleur intérieur de toute la ligue, mais qui a les qualités suffisantes pour apporter... Pick and dive. Mais oui, alors je sais, tout le monde dit Jackson Hayes, il est catastrophique, il fait n'importe quoi, il fait des fautes, mais en fait, avoir 6 fautes à donner... Merci. C'est une bonne chose. Ben oui. Avoir un tout petit peu de dissuasion et puis voir installer les mecs. C'est sûr, si t'attends d'avoir Karim Abdul-Jabbar sur le banc, tu vas lancer personne. Et puis qui est bon sur 4 minutes de premier carton, 4 minutes de troisième carton? Personne. Moi, tu disais un truc tellement vrai, c'est que il a au pire du pire, il a 6 fautes à donner. Ben va les donner. Va les donner. Je sais qu'il a plus que ça à donner, le mec. En plus. Moi, quand je vois Rudy qui prend des roll-off, les claquettes qu'il met, ben oui, tu dis Arthur, il s'oublie sur le roll-off, mais Hachimura, il doit mettre des tirs à 3 points, il doit faire, il défend sur des extérieurs et derrière, il doit s'envoyer des grands. Et à la fin du match, ça c'est un truc d'ancien, c'est que les grands, à la fin du match, ils sont toujours grands.
Non, c'est sûr. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, ils ont pas été bons à l'attaque. En fait, le niveau basique de l'équipe est assez haut. Défensivement, tu comprends un peu ce qu'ils font. Ils ont des moments très très hauts. Leurs temps forts sont très très forts. Le problème, c'est que c'est pas une bonne équipe de basket, pas construit comme une bonne équipe de basket qui pourra se reposer sur un peu de passing game, un petit peu de mouvement d'attaque. Et quand ils ont été bons dans la saison régulière, c'est parce qu'ils ont réussi à se faire des passes. Et de temps en temps, t'avais les mecs qui étaient très forts en 1 contre 1, ce qui est une logique en NBA. Là, comme la défense en face est très forte, parce que les Wolves, crédit aux Wolves encore une fois. Ils gagnent défensivement. Défensivement, ils sont magnifiques. Cette série. 3 matchs à domicile, ils se passent pas une fois la barre des 100 points. Mais c'est une catastrophe pour une équipe où t'as Luka, Austin Reeves et LeBron James. Et sur la fin, bah ouais, quand tu fais des 1 contre 1, tu peux gagner un match comme ça. Tu gagnes pas une série. Surtout face à des forts défenseurs dans le dribble comme ça. Je voudrais qu'on ait un petit mot quand même. Je voudrais qu'on ait un petit mot sur LeBron James. Il va lui rester une année de contrat. Il a joué. On l'a vu très bon sur le début de la série et au fur et à mesure des matchs, on l'a senti un peu fatigué. À la LeBron, effectivement, il prend 40 minutes de moyenne. Toi, tu me dis que c'est normal pour une superstar. Oui, Arthur, est-ce que la gestion autour de LeBron, elle aurait dû être un petit peu différente? Sur le papier, elle doit être différente parce qu'il a cet âge-là. Sauf que dans les faits, les Lakers n'ont pas suffisamment d'options pour pouvoir le laisser se reposer, ne serait-ce que les 3-4 premières minutes du dernier quart-temps, ce qui devrait être attendu pour ce genre de joueur-là. Alors oui, pour moi, c'est le plus grand athlète dans le côté physique et athlétique de l'histoire du basket, mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a la réalité qui rattrape, et quand tu joues contre l'équipe la plus physique de toute la NBA jusqu'à présent, on peut mettre en comparaison OKC, c'est pas possible, et les Rockets, et c'est pas possible. Donc oui, on aurait dû le laisser reposer, mais je sais pas si JJ Redick avait les cartes et l'effectif suffisant pour pouvoir le laisser se reposer. C'est très frustrant. À titre personnel, je suis persuadé qu'il lui reste qu'une année. Je pense qu'il va bientôt annoncer sa retraite et peut-être faire. Il va un farewell tour, c'est sûr. Il va vouloir un farewell tour. Ah bon? C'est pas le genre. Le mec, il a un long J'arrête. C'est pas le genre. J'arrête. Au revoir. Ok, Valéry Giscard d'Estaing. Donc voilà, très déçu. Il vient de griller une de ses 2 dernières cartouches, selon moi, et ça va faire très mal. Après. Sur les débats, il y a beaucoup de gens qui disent que sa legacy elle est abîmée. Les gars, calmez-vous. Il n'y a plus rien à prouver, les gars. Non, plus rien à prouver. Moi, les 40 minutes, ça me choque pas parce que je sais qu'il y a l'âge qui rentre en ligne de compte. beaucoup, moi, quand même. Ouais, mais en fait, t'as pas le choix. Mais attends. Voilà. Ah, c'est pas pareil, Thomas. C'est ce qu'on disait. Ah oui, ça change rien. In fine, oui, t'as pas le choix. On connaît l'équipe, de toute façon, on la connaît. Bon. Ce que je voulais dire sur Victor, mais rien à voir. Je pense à Victor Wembanyama, là. Tu es encore en vacances, gros. Réveille-toi. Réveille. Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai la photo de Stephen au Costa Rica. Avec Stephen Castle et tout ça, Tim Duncan et David Robinson. Bref, rien à voir. Je pensais à ça. Le problème de LeBron, d'après moi, c'est que, et je le dis ici tout le temps, c'est que son déclin est effectif. Il est vraiment dans un déclin, ce qui est normal à 40 ans. Ça se ressent dans toutes les fins de match des playoffs qu'il a eu à jouer avec les Lakers. Ça fait 3 ans qu'on le dit à minima. C'est ce que je te dis, ça fait 3 ans que je le dis. Je commençais par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 14 derniers matchs, c'est ça, 14 derniers matchs, il y a 2 victoires pour LeBron en playoff avec les Lakers. Donc, il y a le 4-0 de la finale de conf face à Denver. Il y a l'année dernière, ils se font ouvrir face à Denver. Et il y a ce 4-1 qui est terrible, encore une fois, contre les Wolves, parce qu'il n'a plus ce qu'il faut pour avoir de l'impact dans les fins de match. Est-ce que c'est une affaire de temps de jeu? C'est sûrement une raison. Le problème, c'est qu'il est tellement fort sur 3 quarts temps et demi depuis le début de sa carrière, que LeBron James sera toujours beaucoup sur le terrain parce que son équipe est meilleure quand il est sur le terrain. Après, quand je dis beaucoup sur le terrain, je parle de 40 minutes de moyenne, 40,1 minutes de moyenne sur les... Je te dis 35 peut-être, 33. Je te dis pas de passer à 21. C'est ça, mais c'est ce qu'on dit, mais c'est les 3-4 minutes mais que tu mets au début au fin de 3e quart, début de 4e. Mais qui prend sa place? Aujourd'hui, en plus, moi, là où je trouve dur, c'est que c'est pas les mêmes 40 minutes que l'année dernière. Ça n'a rien à voir. Il défend, mais je veux dire... Là, il y a Luka. Donc, le nombre de ballons... Et il y a Austin Reeves. Donc, le nombre de ballons qui touche en tant que meneur, où tu montes la balle, tu prends le pic, tu appelles le switch. Hein. En fait, là, il le fait beaucoup moins. Donc, c'est pas du tout les mêmes minutes que l'année dernière ou l'année d'avant. C'est incomparable. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un mec comme Julius Randle, qui d'ailleurs, on en a quasiment pas parlé. Julius. Énorme série, la meilleure série de toute ta vie. Ouais, bravo, Julius Randle. Exceptionnel. Et il mérite parce qu'avec ce qu'il a fait à New York, j'ai jamais vu une attitude comme ça. Mais là, certes, il a moins la balle, mais off-ball. Mais il gagne grâce à lui, hein. Oui. Là, le match, il gagne grâce à lui. Oui. Le off-ball de LeBron, au bout d'un moment, l'autre, c'est un bœuf, il a 12 ans de moins. C'est dur. Ouais, c'est pour ça que je te parle d'une gestion différente. Ça m'intéresse. Ils n'ont pas le choix, les Lakers, de faire jouer LeBron 40 minutes. Ça, je l'entends. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croit toujours à l'association entre Luka, LeBron, Austin Reeves pour la saison prochaine? Comment vous voyez la suite cet été? Quel mouvement il va falloir aller chercher? Évidemment qu'aller recruter un poste 5 paraît inévitable.
Oui, de toute manière, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Réponds à la question des trois déjà. Oui, ils vont garder les trois. Ils vont garder les trois. Ah ouais, manière. J'espère pas. Alors, quel changement tu vois? Parce que, alors là, on l'a pas dit, mais ça va nous regarder. Je vais faire le lien entre les deux. Austin Reeves Il a un petit a été contrat. exceptionnel il y a 2 ans, quand ils vont en finale. Exceptionnel. Breakout season, incroyable. L'année dernière, il est encore très bon. Cette année, il continue sa progression, il a 20 points par match. On se rend bien compte que là, avec LeBron et Luka, Ils ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'autre chose. pas besoin de ça, et 2, ils jouent à contre-nature. Là, ils le font jouer comme Klay Thompson. C'est-à-dire que gros, ton match va dépendre d'une seule chose, Ton adresse. défendre, ton adresse extérieure. Mais en fait, ça n'existe pas. Il n'est pas ce joueur-là. Il est capable de mettre 5-6 3 points dans un match, dans un bon soir, mais c'est un gars qui a besoin de la balle, de la toucher, d'être là, mais comme Luka, comme LeBron. C'est là où il est le meilleur. Donc aujourd'hui, oui, les Lakers doivent absolument faire un choix, celui de laisser partir Austin Reeves pour se renforcer sur tous les éléments manquants qu'il y a dans l'équipe. Donc évidemment, des pivots, continuer à aller chercher des shooters, des défenseurs autour pour continuer à entourer Luka Doncic qui, quoi qu'il arrive, ne sera jamais un bon défenseur. Je suis assez d'accord là-dessus. Les Lakers donc sont éliminés. À qui la faute? On vous a posé la question. Et donc à Johan, rendez-vous, si tu veux, qui nous a répondu. La faute aux Wolves, qui ont un vrai collectif. Bravo. Qui ont un vrai collectif, c'est vrai. Des vrais principes de jeu, une assise défensive collective, une superstar inarrêtable en 1 contre 1, de vrais role-players, un vrai groupe homogène et très bien construit. Ils vont à la guerre ensemble. Ah, c'est bien dit, mon ami. La suite, attends, tac, je sais plus ce que j'ai, où j'en suis. Tu me mets qui là après? Ah ben très bien. Le H. Le H. LeBron fait son âge, Reeves qui disparaît et le génie de Doncic qui nous fait oublier à quel point défensivement il est honteux. Très bien, il met un peu tout le monde dans le même sac. Série de Luka, on peut le dire. La faute à Austin Reeves qui disparaît quand on a besoin de lui. La faute à un roster beaucoup trop limité, un banc limité, manque d'intensité physique. Il y a un coaching catastrophique sur les 4e quart-temps. Voilà pourquoi les Lakers sont perdus. C'est Drexy qui nous dit ça. En tout cas, si on mélange un petit peu tous ces commentaires, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Il va falloir bouger, bosser cet été chez les Lakers. La première faute dans tout ça, c'est que la construction de l'effectif, mais qui est normale lorsqu'il y a un blockbuster trade. Ça n'existe pas quand il y a un gros mec qui arrive encore plus en cours de saison, que tu lâches autant de trucs, d'idées de base de ton équipe. Tu changes complètement l'ADN de ton équipe. Mais oui, donc ça fait partie du jeu. Donc je pense que, évidemment, et moi le premier, on les a vus trop beaux. On a imaginé que peut-être leur défense et le talent d'attaque allaient faire une finale NBA, parce que je les ai mis en finale. Mais je l'ai dit quand j'ai fait mon bracket, c'est mon cœur qui a parlé plus qu'autre chose. Non. Et j'imaginais. Mais ouais, mais comme beaucoup de gens, à un moment donné, quand tu y crois, c'est ton équipe. Non, moi, je suis très fond. pragmatique. J'ai pas peu de sentiments dans C'est vrai, mes analyses. Surtout avec les Knicks. Quand il y a faute à la fin du match. Il y a faute, il y a faute. On les a vus trop beaux. Ils se sont vus trop beaux. Arthur l'a vu. Ils se sont complètement ratés. C'est la meilleure base de travail pour revenir plus fort l'année prochaine. En tout cas, bonnes vacances à LeBron James et il recroisera peut-être Giannis Antetokounmpo et les Bucks qui eux aussi sont en vacances. On voit ça tout de suite. On voit ça tout de suite dans la palette. Comme un air de déjà-vu. Giannis et les Bucks qui sont éliminés au premier tour. Pourtant, lors du match 5, ils auraient pu mettre la pression sur les Bucks en allant s'imposer à Indianapolis. Vous le voyez, un match qui a été très chaud en prolongation, 119-118. Tyrese Haliburton a été très bon avec notamment ce game winner. On va y revenir dessus en palette, mais une fin de match où on a surtout senti que c'est fini pour les Bucks. Oui, quand ça veut pas, ça veut pas, et ça veut plus du tout pour les Bucks. Ça a été très bon la semaine dernière sur la palette. Bravo, Erwan. Je trouvé excellent. C'est vrai? Une blague? Ah bah, merci. Je m'inspire des meilleurs. Bah écoute, du coup, j'avais fait une blague. Non, mais je sais pas. Non, c'était vraiment, t'as été excellent. Après, mais bon, on peut plus le dire. T'étais nul à chier. Avec les chaînes autour du cou, c'est dur de trouver la crédibilité. Ça me donne chaud. Il va falloir que je me mette torse nu dans quelques instants et pour de vrai cette fois-ci. Allez, on y va. On se ferait 3 actions si vous voulez bien parce que vous l'avez tous vu le match. Mais sachez que à 40 secondes de la fin de cette prolongation, les Bucks mènent de 7 points, 118-111. On se retrouve donc après un tir des Pacers avec les Bucks qui ont la balle et on va donc suivre ce système côté avec Edgy Green qui a la balle. Déjà, le système, il est bien exécuté. C'est un bon système qui te donne de la place là sur la ligne de fond pour faire une passe simple à Gary Trent Jr. Le problème, c'est que les Pacers, ils sont pas fous. Hein. Le but, c'est de faire une prise à 2 pour récupérer la balle le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Gary Trent Jr. Qu'est-ce qu'il fout? Je rappelle qu'il a marqué 4 points, 12 points consécutifs pour prendre l'avantage. La bonne défense du coup de Andrew Nembhard là qui arrive et qui fait l'interception. Une première action pour vous montrer à quel point l'agressivité des Pacers là est magnifique et surtout le très mauvais placement de Gary Trent Jr. Mais il va dans une zone où on n'a pas envie d'être à ces moments-là du match quoi. Alors il est pas dans les corners au niveau de la ligne médiane, mais malgré tout, il est collé à la ligne de touche et il vient vite être trappé. Moi j'aime beaucoup aussi le fait que les Pacers
Pacers viennent rapidement le trapper. En fait, il a pas le temps de se rendre compte qu'il fait une erreur, que c'est déjà fini pour lui. Et je sais pas si vous le sentez, Arthur, tu pourras me dire, mais on sent que les Pacers, c'était vraiment une volonté de dire, le gars qui gêne à la remise en jeu se retourne, fait prise à 2, et le gars à l'opposé, tu viens pour couper la passe. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, ce que je trouve surprenant, c'est le placement de Gary Trent qui regarde pas du tout le panier. Alors, je dis pas qu'il allait avoir un lay-up, mais il aurait pu dans la continuité de son dribble. Attraper, jouer, ne serait-ce que pour t'offrir un petit peu d'oxygène et t'ouvrir le terrain. Là, comme tu dis, et tu l'as bien fait avec le schéma, avec la prison, il reste complètement bloqué. Et au final, la passe, elle est complètement, elle est forcément tu sais ce qui est bizarre, il a appelé ça un schéma, le bâtard. Mec, on fait des palettes avec un monteur de talent. L'autre, il a cru qu'on avait dessiné Toto sur le tableau. Il croit qu'un schéma, il a dit on bosse. Sur scène, on bosse, nous. Il croit qu'After Effects, c'est un tableau Véléda. Attends, tu peux effacer là, on va dire. Non mais. Ce qui est vrai, c'est qu'il prend la balle comme si c'était la dernière possession, qu'il fallait faire faute là. Alors qu'il reste encore du temps, dribble, bref, il a fait de la merde, Gary Trent Jr. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Allez, on y va, deuxième action. Celle-là, on peut. Non, catastrophique. On la déroule. C'est exactement celle-là, même endroit pour AJ Green. Et donc, on déroule comme toujours cette première action. Plus je la vois, plus elle m'énerve. Cette action, elle est très très dure. Si des fans des Bucks. Si un mec fait ça au Factory, je deviens fou, hein. Même si c'est moi. T'as besoin de ça? Allez, on le suit. C'est pas le même système que tout à l'heure. Intéressant déjà. On vous rappelle que quand il y a un temps mort, vous pouvez récupérer la balle dans la zone arrière en NBA. La pression là des 3 joueurs des Pacers qui va donner donc un bel espace comme sur une zone presse, sur une remontée de balle. Et AJ Green va parfaitement jouer le coup. Il va se présenter là où il faut, hein, les intérieurs s'il vous plaît. Venez aider les meneurs dans ces cas-là. Giannis, il amène son joueur. C'est Pascal Siakam. Et en amenant son joueur, ça va donner une espèce de semblant de prise à 2, en tout cas la pression de la défense sur AJ Green, qui joue parfaitement le coup. Pour Gary Trent Jr. Il a mis trop de crème, le mec. J'ai adoré le tweet de Diamond sur les réseaux First Team en disant il est passé de GOAT à, je sais plus, à Nulos, ou je sais plus, en quelques secondes pour Gary Trent Jr. Ça va vite le basket, hein. Ça va tellement vite. Franchement, c'est une belle palette pour montrer quand même qui fait une belle dinguerie, gros. Après, la passe, c'est pas ouf. Hein. Non, arrête. Non, gars, la passe, c'est pas ouf. Non, elle est un peu molle, c'est ça? Non, mais gros, elle est entre les jambes, gros. Bon, non, mais je dis pas que c'est de la faute du passeur. Je dis pas que c'est de la faute du Green. C'est la faute de quel alors? Je dis juste que là, c'est un peu des deux, gros. C'est un peu des deux. Ah si, c'est un peu des deux. Non. Attends. Quoi? Il a la balle dans les mains. Une mauvaise passe, elle va trop en l'air. Elle tombe dans les pieds. Mais la passe, elle est pas exceptionnelle. Arrête, mais il aurait pu faire une meilleure passe, gros. Regarde. Non mais Arthur. Arrête, Arthur, pas toi. Arthur, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que tu as fait? Arthur, si chaque fois qu'une passe elle est moyenne, il y a perte de balles, je peux te dire que le basket c'est plus le même sport. Hein. On passe de 15 à 40 heures de balles par match. Regarde, surtout avec des coéquipiers fous. Regarde, on la revoit. Donc Kevin Porter Jr. joue vraiment bien le coup pour le coup. Giannis arrive, c'est peut-être un peu dommage, il y avait de l'espace. Il prend la balle, déjà il perd pas la balle et J-Grid sous la pression, je trouve que c'est une bonne chose. Attends, fais-moi voir cette passe dans le déplacement et tout. Come on, Arthur. Oui. Elle est un peu molle. Oui, un peu molle. Mais c'est un joueur NBA ou c'est quoi? Un peu basse. Mais on est d'accord, gros. On est d'accord. Gros, la passe, c'est pas ouf non plus. Allez, dernière action. Allez, pour montrer que parce que c'est pas fini pour les Bucks. Hein. Les Bucks, ils vont donc encaisser le panier de la gagne où là aussi, défensivement, comment il va y avoir des drôles de choix. Quand ça veut pas, Erwan. Allez, on y va tout de suite avec ce magnifique lay-up non contesté. On va suivre cette action. Vous le voyez en bas à droite, vous le voyez pas, mais en tout cas, les Bucks donc mènent d'1 point. Il faut défendre. On est à quelques secondes de la fin. Et qu'est-ce qu'on dit dans le basket? Si on doit perdre, ça doit être un exploit, un step back et tout. Un lep main droite, frère. Allez, on y retourne. Défendu par Giannis. Par Giannis, meilleur défenseur de l'année il y a quelques années. On y retourne donc. Un pick and roll très très haut pour Tyrese Haliburton qui va prendre du rythme avec Pascal Siakam. On switch. Ça, ok. Bonne communication entre les deux. On va se mettre à l'opposé. On surcharge. Il y a pas de souci. Giannis, il est en attitude. Regardez Giannis. Pendant qu'on suit Siakam qui va se planquer là-bas, mais ça, on s'en fiche un peu. On part sur l'1 contre 1. Crédit énorme à Tyrese Haliburton qui fait le bon choix, accélération après le cross. Giannis, il prend un écart incroyable, il y a pas d'aide, on est tous dans le box-out et tu perds là-dessus. C'est terrible. Kevin Porter Jr., qu'est-ce qu'il espère là à mettre la main? Tu peux pas venir te montrer, forcer une passe, forcer un tir? Il fait un Gortat screen, sauf qu'il est en défense. Regardez, Kevin Porter Jr. en fait. Et Gary Trent, il fait écran de retard. Dans ces cas-là, tu fais aussi confiance à Giannis. Moi, c'est ce que je dis toujours. À un moment donné, gros, tu dois le tenir. Tu sais quoi? Dis-moi. Parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu. On l'avait senti. C'est que 2 heures. Hein. On avait senti que les Bucks allaient se faire sortir. On a anticipé lundi dans la libre antenne quelle allait être la suite des Bucks une fois éliminés. Donc c'est une vidéo qui sortira samedi sur YouTube. Ça tombe bien, on est parfaitement dans le timing. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec cette nouvelle élimination des Bucks au premier tour, et notamment de Giannis, avec un Lillard qui s'est fait le tendon d'Achille et à qui reste 2 ans de contrat, l'été
des Bucks va être très 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 chargé. On va voir si Giannis va rester. Moi je souhaite clairement, j'espère vraiment qu'il va partir, qu'il va demander à partir et qu'ils vont le laisser partir. Mais en tout cas ça va être très intéressant de voir à quel visage auront les Bucks lors de la saison 2025-2026. On a une vidéo qui sort samedi midi sur la chaîne YouTube. Et l'info du jour, c'est que c'est sorti là, Giannis et le front office, donc John Horst qui vient d'être prolongé, le GM de cette équipe des Bucks, vont se rencontrer dans les prochains jours pour justement parler de l'avenir. Donc il va, j'imagine, parler de ses velléités personnelles. Rapidement, j'ai fait un édito là-dessus sur le père Haliburton. Je vous donne la parole là-dessus. Ils sont tous excusés. Non mais j'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Il a pété les plombs. Moi, tu sais ce que c'est? J'ai vu un mec qui était au chairman toute la soirée. J'ai vu un mec qui était bourré. C'est ce que je dis. Parce qu'en fait, tu t'écoutes plus mes éditos. Bah là, tout de suite, ça va être difficile. Je vais te faire rire. Je veux dire, il a eu des ailes. Je savais que c'était avec le Red Bull, ça marche avec le whisky Coca apparemment. Je pense. Moi, je vois un mec cramé. Ouais, il était bourré. Je vois un mec cramé, mais en fait, c'est pas possible de faire ça. Et alors après, c'est un vieux monsieur, il est âgé et tout, mais le jour où tu prends une queue là et que ça te remet les idées en tête. En tout cas, Giannis a eu un comportement exemplaire. Bravo. Bravo. Mais de toute façon, c'est un gars intelligent, on le sait. C'est un gars fantastique. Qu'il fait pas ça à Jimmy Butler, hein. Oui, tout à fait. Ou vraiment d'accord. En tout cas, ça a donné des images que j'ai rarement vues, un tête à tête entre tête comme ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est dans la continuité, on donne énormément d'importance à l'entourage de beaucoup de joueurs. Il est équipé, lui, pourtant, et de superstars. Mais même, on les là, on les sauce. Ils sont archi bien reçus. Il y a toujours des plans sur les caméras, etc. Football américain, c'est la même chose. Des fois, les petites copines ou les frères des joueurs, c'est limite, ils ont autant de followers que les joueurs. Donc, au bout d'un moment, il va falloir se calmer un petit peu par rapport à ça, parce que s'il n'est pas aussi exposé, je suis pas sûr qu'il fasse ce genre de dinguerie. Et comme tu le dis, qu'il soit bourré ou non, c'est terrible. Parce que là, on a eu de la chance que ça soit lui, mais tu mets un Isaiah Stewart ou autre, c'est coup de tête direct et l'autre il est dans le coma, tu vois. Donc, et il y a ça, et puis le gars il finit. Le scénario catastrophique. C'est vrai, parce que là, c'est un gars, c'est éliminé, ils ont perdu et tout, mais imagine, il y a encore un match à jouer, et Giannis, il est crevé d'une bataille intense et tout, il est fatigué, il le pousse, hop, il est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Gros, c'est perdant, parce qu'il y a le daron qui est venu parler. Parce que là, il vient quand même le confronter directement. Il vient face à lui avec son drapeau. Je me dis, attends, mais. Et puis, les gens mettent du temps à intervenir. T'aurais dû faire la palette sur ça. Ah oui, mais j'ai dit, Erwan, il a même pas rigolé. Je lui ai dit, gros, c'est ce qu'il voulait faire. Ce qui est sûr, par contre, c'est que. On le saura certainement. Pour moi, il est bleu, hein. Pour moi, il est cramé. Pour faire ça, là, c'est que. Ils se sont excusés. Moi, je vois, il faut toujours finir sur quelque chose. Bon, faut toujours finir les gens. Faut toujours finir. Oui, faut toujours finir sur quelque chose. Bah, nous, comme d'habitude, on va finir avec un quiz. Qui dit fin d'émission, dit quiz. Et je viens de casser le pauvre Ken. Pardon. Wow, l'homme sans visage. Il en a fait un Playmobil, gros. Oh putain, je reconnais un gars qui va à la Réunion se baigner avec les requins là. Hop, la vache. Il y a un mec récemment qui est mort pas à la Réunion en plus, j'ai vu. Horrible vidéo. Oh, très bien. Welcome back Thomas. Merci. T'as été excellent Thomas à la présentation. Hein. C'est franchement, vrai. Ah ouais. Bravo. Merci. Quelle progression. Écoute, on travaille. Bah tant mieux. C'est quelqu'un, toi, maintenant. Putain, on va penser à organiser des trucs autour de toi alors. Allez, pourquoi pas. Ça va, Tutur? Une bar mitzvah peut-être. Je m'occupe du rosé. Tutur, ça va? Ça va et toi? Bien. T'es chaud? La dernière fois, je t'ai laissé, t'étais très chaud sur le Kelfac. Très chaud. On va essayer de faire le back-to-back. Allez. Il y a encore un Kelfac? Non. Bien sûr que si. Et j'ai 15. Il y avait de la déception de ouf. J'ai 15 noms devant moi de toute époque. Comme ça, Erwan, il pourra pas pleurer. Allez, je pleure jamais. On est parti. Tout le temps, je sais plus. Erwan, focus, s'il te plaît. Parce que tu connais les faux départs. C'est parti avec David Lee. Florida. Oh, bravo. Égalité, parfait. Égalité, bravo. Montrezarel. Louisville. Oh putain. Et il prend l'avantage. Eric Dampier. Georgetown. Kentucky. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, on l'a commenté. C'est Mississippi State. Anthony Edwards. Georgia. Tech. Non, Georgia. Je tente. Un partout. Et donc. Gerald Anderson, pardon. UCLA. Non, Duke. Ah oui, Duke. Oh, celui-là, c'est facile. Hein. Vin Baker. Vin Baker, t'es un énorme bâtard. Vin Boulanger. Vin Boulanger. Ah, putain, c'est à l'ancienne, ça. Aucune idée. Ohio State. Hadford. Quoi? Hadford. Asford? Bah, ouais, personne ne sait qui c'est. Non, mais merci. Il vous teste un peu. Il était un Nanterre 2. Taj Gibson. Taj Gibson. Oh! Attends, USC, bravo. Putain, fort. Steve Francis. Maryland. Bien. Trop de... James Posey. Oh là, c'est ça, non. Xavier, putain. Anthony Black. Oh, non. Ça, c'était les ambiances. Non, Moi, Anthony Black. Lumini. Non, Anthony Black. Non, vas-y, je sais pas.
Arkansas. Ça sent Razorback. Un récent encore, Aaron Nesmith. Aucune idée. Ah, Aaron Smith. Gonzaga? Ah, putain. Non, je l'ai pas, non. Non, je l'ai pas. Vanderbilt. Vanderbilt. Arrête de parler comme ça me stresse. On dirait un ASMR. Gary Kittles. Kerry Kittles, je l'ai. Boston College. Non. J'ai pas. Oh non. Villanova. Merci. Tellement Villanova. Merci. en Voilà, plus. 4-2 là 4-2, ouais. Villanova de ouf. Mark Jackson. Mark Jackson. Ouais. Oui, Ah, tu le- l'as, bien sûr que tu l'as. Non, je l'ai. Oh, St. John. Oui, bien sûr que tu l'as. Et on termine avec Gary Harris. Michigan State. Michigan State. Michigan State. Victoire d'Erwan. Oui, mon Sur petit. les Golden Facts. coup de pression de la dernière fois a marché. Hein. Ah, gros, c'est vraiment un truc au Real Madrid, gros. Il allait chercher à l'ancienne. Hein. Il allait chercher les gars à l'ancienne. Florentino Pérez de ouf. Ah ouais, laisse tomber. Mais Bravo. par contre, tu vois, pressing constant. j'ai presque pris peu de plaisir tant j'ai dominé. Excuse-nous. Ça va pas. Je vais prendre le qui suit, on va régler tout le monde. Allez, c'est parti pour le qui suis-je. Je suis né le 31 août 1982. Mais c'est un quiz pour Erwan ou quoi? J'ai donc 42 Chris Wilcox. ans. Hein? Chris Wilcox. Non, comment T'as jeté, t'as 82. enculé. Pourquoi? Faut Parce que tenter. ça me fait. Ça Bah me fait oui, enculé, c'est ça. un 82. Ah, gros. J'ai donc 42 ans et je n'ai plus joué à NBA depuis 2013. Dans ma carrière, je n'aurais jamais gagné de titre, si ce n'est un titre universitaire. Mais, commençons par le Les commencement. coquins. Je passe par une belle fac. Kirk Henrich. Carlos Non. Boozer. Non, Nick Collison. Non, stop. De 2000 à 2004, cursus complet. Je sors du banc l'année du titre, d'ailleurs, puis je rentre dans le 5. Mes stats lors de ma dernière saison, 10 points, 6 passes de moyenne. Si Black. Pas du tout. Dans mon scouting report, on parle d'un joueur team first et pass first. Un meneur qui prend soin de la balle, un peu sous-dimensionné pour la grande ligue. Mario Chalmers. Je me présente à la draft 2004 et je serai appelé au second tour, à la 38e position, par Chicago. Dans le Wisconsin, je resterai... Chris Duhon. Chris Duhon, ça paraît... Je l'avais. Ah, par contre, attends. Chicago dans le Wisconsin. Ah ouais, pardon, c'est Milwaukee. Envoyez-nous vos CV pour avoir des vraies J'avais, concurrences sur les kilos. vas-y. Oh là là. J'ai été. Attends, j'en ai perdu 9 d'affilée de qui suis-je. Tu te rends pas compte comment je reviens de l'entre les morts. J'adore ce jeu. Refais des qui suis-je. s'il te plaît. Bravo. En 82 avec des mecs Chris qui Duhon, Chicago, les Duke, Lakers, tout ça et les tout. Knicks. T'as un les- cadeau. Bravo. Erwan, t'as su. Bon, c'est bon de te retrouver, mon Toto. Je suis content aussi. Tu seras à la Libre Antenne quand même ou tu repars en voyage? J'aimerais bien repartir, mais je serai quand même là. Bon, très bien. On se retrouve lundi donc pour la Libre Antenne. Donc 20h, 22h, la Libre Antenne avec Thomas et moi-même. Et puis 22h, minuit, le match entre le Heat et les Spurs 2000. Putain, je l'ai cassé. 2013 Game 6 avec le tir de Ray Allen. Et peut-être au commentaire, il y aura une très très belle surprise pour commenter avec moi. Voilà, tu te remercies, t'as toujours été La bon famille. comme d'habitude. On se Fais retrouve une là. devinette pour qu'il trouve dans les commentaires, non, la surprise là. Fais une petite devinette quand même. C'est un basketteur, enfin il a joué au basket. Oui. Créateur de contenu. dis-le. Créateur de contenu. Il a joué au basket. Et il a joué au basket. Ma Voilà. bite. Ça, c'est un autre indice. C'est ça. Bigard, ça. C'est pas une réponse. Ouais. Bigard, Et c'est pas Jean-Marie Bigard. C'est pas Jean-Marie Bigard. Allez, Il est fou, lui. on se retrouve lundi. Samedi, n'oubliez pas la vidéo sur les Bucks. Dimanche, interview de Dominique Malonga. Dimanche Doumestre. midi. Allez, Doumestre, la famille, elle a régalé. Ciao, ciao.